Bonjour à tous, vous êtes au bon endroit et au bon moment, puisque nous nous rejoignons aujourd'hui autour d'un webinaire sur la cybersécurité et vous apporter des premières clés, des premières réponses pour vous apprendre à vous prémunir et vous apprendre à agir en cas d'attaque cyber. Vous êtes tous concernés, dirigeants d'entreprise, chefs d'entreprise, cadres, responsables SI, ETI, PME, TPE, grandes entreprises, vous êtes tous concernés par ce sujet-là. On va donc essayer de le traiter avec des partenaires de référence et de premier plan que nous avons souhaité réunir pour vous apporter un conseil objectif et vous permettre d'avancer dans vos logiques et de gérer ce risque, qui est un risque pour votre entreprise potentielle et qu'il faut appréhender au mieux. Pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir autour de cette table trois acteurs importants dans le domaine de la cybersécurité. Je voudrais d'abord saluer le général de division Stéphane Canitro, qui va nous faire une introduction, donc général des armées, qui interviendra pour nous faire une présentation finalement de l'écosystème géopolitique et comment en 4-50 ans, une problématique mondiale se transforme au sein même de nos entreprises et impacte nos entreprises. En deuxième lieu, nous aurons une intervention également de Martin Véron, de l'ANSSI, qui est délégué à la sécurité numérique au sein de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques et qui a toute la compétence pour, là encore, vous caractériser les différents types de risques cyber et les différentes sources d'informations et de conseils que vous pouvez mobiliser. Et puis parce que notre métier, nous, CCI, avec la gendarmerie, c'est d'être au plus proche des territoires, d'être en action, eh bien, c'est d'avoir une intervention du lieutenant-colonel Stéphane Canitro, excusez-moi, Boncompin, excusez-moi, Ludovic Boncompin, qui effectivement coordonne l'ensemble des forces dans le risque cyber sur la Nouvelle-Aquitaine et qui effectivement vous donnera aussi les points de contact et nous terminerons par quelques informations sur le réseau CCI qui là aussi doit vous aider dans tout cela. Voilà. Je laisse la parole au général pour vous donner des premiers éléments d'introduction sur le risque aujourd'hui que l'on court, que vous courez, que nous courons tous au travers de ce risque diffus qu'est la cybersécurité. Général. Merci beaucoup. Donc, je suis ravi d'intervenir ce matin. Bonjour à toutes, bonjour à tous d'abord. Donc, je vais rapidement me présenter. Je suis le général de division Canitro. J'ai deux casquettes dans mes responsabilités. La première, je suis commandant de la zone Terre Sud-Ouest, c'est-à-dire le représentant du chef d'état-major de l'armée de terre en Nouvelle-Aquitaine, et j'exerce des responsabilités organiques sur 24 formations de l'armée de terre en Nouvelle-Aquitaine. Je suis également général adjoint engagement de la zone défense et sécurité Sud-Ouest, et c'est dans ce cadre en fait que je viens vous voir à titre de sensibilisation, car c'est nous qui sommes à l'interface des armées avec le monde civil, en particulier avec celui des entreprises. Aussi, dans le cadre du partenariat que nous avons passé avec la CCI Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre du trinôme économique, j'ai souhaité proposer de réaliser l'introduction de ce webinaire sur la cybersécurité en vous présentant rapidement les évolutions du contexte géopolitique en cours, dont je suis persuadé que vous ressentez ou vous sentez quotidiennement des conséquences. Mon propos sera assez court, il s'articulera en deux parties. La première évoquera l'entrée dans une nouvelle ère stratégique, et la seconde aura trait aux nouveaux conflits, aux nouveaux champs de conflictualité auxquels nous sommes confrontés. Alors, pour commencer, je pense qu'il faut comprendre que nous sommes entrés dans une nouvelle ère stratégique. Quand je dis ça, je peux paraître un peu péremptoire et présomptueux, car c'est toujours difficile d'analyser avec certitude le moment présent, et c'est finalement que le temps qui peut le valider. En fait, la guerre en Ukraine n'est pas le début de ce virage stratégique, mais plutôt sa confirmation. En effet, depuis plusieurs années, de nombreux événements ont constitué de vrais signaux faibles qu'on a voulu plus ou moins voir. Le premier d'entre eux est un retour désinhibé à la force pour régler un conflit entre États. Alors, ce n'est pas nouveau dans l'histoire, vous me direz, c'est même la matrice de l'histoire. Mais les faits sont têtus. En 2014, la Russie envahit la Crimée.
dans une indifférence assez totale du monde occidental qui est alors polarisé sur la lutte contre le terrorisme islamiste, la fin de l'engagement en Afghanistan, le Moyen-Orient et l'Afrique. Je rappelle que la France vient de s'engager au Mali juste un an plus tôt. En 2018, la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour le Haut-Karabakh. Là encore, c'est un vieux différend qui existe et qui se transforme en attaque violente de l'Azerbaïdjan pendant l'été. C'est une guerre assez rapide, peu médiatisée. Pourtant, ce conflit marque le retour de ce qu'on appelle aujourd'hui les conflits de haute intensité, c'est-à-dire l'affrontement de deux armées à parité, toutes deux mécanisées et équipées de matériel similaire. C'est un conflit court, mais très très violent. Enfin, 2022, donc l'entrée de la Russie en Ukraine. Mais 2022, c'est aussi, on a peut-être un peu moins vu, une volonté délibérée, par exemple, du Venezuela de s'attaquer au Guyana. Ça a duré 3-4 mois, c'est passé sous le radar de beaucoup d'informations. Pour autant, il y a eu une vraie tension entre le Venezuela et le Guyana, où on a eu un pays, petit pays, le Guyana, assis sur des champs pétrolifères assez importants, qui en fait était convoité par son grand voisin, le Venezuela, qui, dont on le sait, dans l'économie, dont on le sait, est assez en mauvais point. Et donc le Venezuela a voulu s'emparer de Guyana. Il a fallu l'intervention de beaucoup de pays, notamment des États-Unis, qui ont mis le holà, entre guillemets, à cette volonté. Mais au-delà de cet exemple-là, qui ne s'est pas réalisé finalement, ça montre bien la volonté de certains États aujourd'hui de vouloir passer par le conflit pour résoudre certains différends. Et on sait que malheureusement, dans le monde, les zones de conflit aujourd'hui, on en a quelques-unes, que ce soit bien entendu du côté de l'Asie, avec la Chine notamment et Taïwan, la Corée ou les deux Corées, ou même dans la péninsule au Moyen-Orient ou dans la péninsule arabique, avec l'Iran pour les plus connus. Le deuxième marqueur de cette nouvelle ère, c'est l'effritement de la crédibilité des organismes en charge de promouvoir l'ordre international. Aujourd'hui, ces institutions, mises en place à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, sont à la fois peu audibles, voire discréditées. Alors, si je prends l'ONU, par exemple, qui est la plus connue, on l'a vu en Ukraine ou au Moyen-Orient, elle est quand même très peu audible aujourd'hui. Pour reprendre une expression, si j'étais un peu taquin, c'est qui a été utilisée par d'autres il n'y a pas longtemps sur l'OTAN, je dirais que l'ONU aujourd'hui est un peu en mort cérébrale, totalement paralysé à la fois au niveau de son Conseil de sécurité par des pays dont on sait aujourd'hui qu'ils ont leur intérêt propre, que ce soit la Russie ou la Chine, et qui paralysent finalement je dirais les décisions, mais ça peut être aussi les États-Unis vis-à-vis, par exemple, d'Israël. La Russie, on le sait, je dirais, a un rôle prédominant dans cette affaire-là. L'ONU, non seulement, je dirais, paralysée, mais également peu audible, voire peu crédible, car ces injonctions aujourd'hui ne sont pas forcément suivies des faits, et certains pays, de nombreux pays même, aujourd'hui, y voient également la marque d'un système dont ils veulent s'affranchir. Et ce sera mon troisième point, qui je pense est très important, c'est la remise en cause de l'ordre établi. Aujourd'hui, de nombreux pays dans le monde ne se satisfont plus de l'ordre mondial tel qu'il a été établi post-45, car ils jugent cet ordre contingent pour eux et trop à l'avantage d'un modèle occidental dont ils rejettent les valeurs et dont ils souhaitent substituer des modèles alternatifs. Qui sont-ils ? On parle souvent des pays du Sud global, même si j'aime pas trop ce terme parce qu'il est en fait un peu fourre-tout. C'est le terme privilégié aujourd'hui et utilisé pour désigner ces pays dont la Russie n'est finalement qu'un porte-étendard et qui souhaitent imposer eux aussi leur vision, leur système de valeurs, une meilleure prise en compte de leurs intérêts tout simplement. À cet égard, regardez le nombre de pays qui n'ont pas voté la résolution de l'ONU contre l'attaque de la Russie en Ukraine. Ils sont assez nombreux et c'est assez surprenant. Cette remise en cause de l'ordre établi, c'est avant tout une remise en cause du système occidental, il ne faut pas se tromper. Je pense qu'à cet égard, la guerre au Proche-Orient aujourd'hui, que mène actuellement Israël contre le Hamas et le Hezbollah, aura également des conséquences sur cette tendance. Israël étant bien sûr considéré comme l'allié du bloc occidental. Pour compléter ces marqueurs de nouvelle ère stratégique, je pense qu'il ne faut pas oublier ce qui nous entoure, à commencer par les bouleversements climatiques. L'enchaînement des catastrophes naturelles depuis quelques années, entre une élévation des températures, le stress aquifère dans certaines zones, l'alternance de sécheresse et de fortes intempéries un peu partout dans le monde, va avoir des conséquences évidentes sur l'ordre mondial. Couplé aux conséquences des guerres, le déplacement des populations lié à la famine ou aux catastrophes naturelles va continuer à alimenter des flux migratoires vers l'Europe ou le monde occidental qui ne trouvent pas de solution pour y faire face. Voilà quelques éléments objectifs qui expliquent cette vision de changement d'air stratégique.
Dans la seconde partie, je vais maintenant les compléter par une analyse des nouveaux champs de conflictualité. Car si depuis plusieurs siècles, les pays sont toujours affrontés dans les trois milieux, le milieu terrestre en particulier, forcément, qui demeure toujours le point de départ des conflits, mais également le lieu de finale, le lieu de la victoire où la décision se prend, parce que ça se fera toujours au sol, là où habitent les populations, là où s'affrontent les volontés, comme disait Clausewitz à l'époque. Aujourd'hui, à ces trois milieux s'exerce traditionnellement la conflictualité armée, viennent s'offrir quatre nouveaux champs qui deviennent de nouveaux champs possibles de conflictualité sans que pour autant ce soit des champs de conflictualité armés. Et ça change beaucoup de choses. Le premier, c'est l'espace. Au milieu du XXe siècle, on le sait, l'espace fut un vaste champ de compétition entre les deux blocs, très vivace, entre d'un côté le premier vol spatial, le deuxième c'est la conquête de la Lune, puis c'est tombé peu à peu dans l'oubli, jusqu'aux années 2000, où les avancées technologiques, le besoin croissant de satellites, la facilité d'en lancer, par des opérateurs privés comme SpaceX par exemple, ont redonné à l'espace un certain attrait. Aujourd'hui, l'espace, c'est une poubelle à ciel ouvert, avec des débris qui dérivent à des vitesses considérables, une zone pas, voire peu régulée, un peu le Far West par certains côtés. Et on sait que certains pays développent aujourd'hui des satellites espions, des outils pour perturber les satellites des autres. Il y a quelques mois, un satellite d'une nation dont je tairai le nom s'est rapproché très peu d'un satellite de communication français, si près qu'il pouvait attendre beaucoup de choses. Nous sommes donc face à un nouveau champ dans lequel tous les pays sont vulnérables et nous dépendons pour autant de beaucoup de technologies aujourd'hui spatiales au quotidien, que ce soit militaire ou civil. Je vais simplement parler du GPS, tout simplement, qui est utilisé par beaucoup d'entre vous. Deuxième champ de conflictualité nouveau, les fonds marins. On l'a vu avec l'explosion du gazoduc Nord Stream donc en septembre 22, en plein milieu de la mer Baltique, et pour lequel on a toujours des difficultés à désigner réellement et avec certitude le responsable. Pour autant, ce n'est pas un sport de masse et peu de pays peuvent l'avoir fait. Quand on sait aujourd'hui l'importance des câbles marins qui relient certains continents pour la fluidité d'Internet et d'autres moyens de communication, on voit bien que des enjeux sont présents et que ce champ est malheureusement très difficilement contrôlable. Troisième champ de conflictualité qui nous amène, je dirais, au webinaire d'aujourd'hui, c'est la cyber. Alors, ce n'est pas une surprise, tant aujourd'hui, la cybercriminalité est entrée dans la vie quotidienne en même temps que l'expansion des nouvelles technologies. La dépendance à l'informatique dans le monde économique, tant les progrès et les gains de productivité réalisés grâce à ceci, la dépendance à nos smartphones, Internet ou réseaux sociaux dans la vie quotidienne font que ce champ est extrêmement sensible et une cible de choix pour des adversaires malveillants, car en plus de cybercriminels aujourd'hui, des États sont extrêmement actifs dans le monde de la cyber. Je suppose que cela ne vous surprendra pas en vous disant que quasi quotidiennement, la France est attaquée dans cet espace. Vol de données, déni de services sur le réseau Internet de l'État et autres joyeusetés. Pendant les JO, nous avons été attaqués, certes, dans un volume moindre auquel nous nous préparions. Pour autant, le but était simple, désorganiser, affaiblir l'image de la France. Imaginez une panne géante des distributions de billets pendant les JO. La difficulté dans ce champ est de retrouver les auteurs, car d'une part, ce n'est pas non plus un sport de masse, mais également parce que la connivence entre certains groupes de cybercriminels, de hackers et quelques États est aujourd'hui reconnue. Or, nous sommes dans un champ particulièrement sensible, car beaucoup de nos infrastructures hospitalières, énergétiques, de communication sont totalement dépendantes de systèmes informatiques qui n'ont pas forcément été conçus à la base pour résister à des cyberattaques. Une prise de contrôle bien ciblée sur des logiciels plutôt anciens pourrait se traduire par exemple par des lâchers d'eau intempestifs sur un barrage, une désorganisation de nos systèmes de transport, sur les feux de circulation par exemple en ville, et je vous laisse imaginer les impacts que cela pourrait avoir. Finalement, on peut causer d'énormes dégâts à un pays sans entrer directement dans le champ de la conflictualité armée. Et je ne parle pas de vos entreprises, qu'elles appartiennent ou pas au monde de la base industrielle de défense et technologie. Je vous réserve le meilleur pour la fin, malheureusement, le champ informationnel. Là encore, nous ne sommes pas sur un champ totalement nouveau, car la propagande, les fausses informations sont vieilles comme le monde. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est à la fois le changement d'échelle, la capacité à toucher un maximum de monde dans un temps très court, la capacité à cibler les ensembles de populations, les nouvelles capacités à créer des faux contenus et à les dupliquer à grande échelle. Je vais prendre quelques exemples pour vous en montrer l'ampleur et surtout leur utilisation au quotidien. Je vais
prendre l'exemple assez connu des étoiles de David qui ont été peintes un samedi matin dans le 16e arrondissement. Je ne sais pas si vous en souvenez, c'était à peu près il y a un an. Les faits sont assez simples. 50 étoiles de David sont trouvées un matin sur les murs du 16e arrondissement, d'un quartier du 16e arrondissement. Les chaînes en continu s'en emparent, et c'était juste après le 7 octobre et après le début de la riposte israélienne sur Gaza. Quand on voit les titres, c'est très simple, les heures les plus sombres de la France, et pendant 2 jours, ces chaînes en continu vont déverser sur ce thème assez clivant pour la France pas mal d'informations. La réalité qu'on obtient un peu plus tard par nos services de renseignement et nos services judiciaires, c'est que, en fait, ces deux David, c'est tout simplement un couple de Moldaves, donc, qui ont été payés par un émissaire venant plus à l'Est, je ne veux pas de dessin, mais vous m'avez compris, qui reçoivent une somme d'argent assez simple, je crois que c'est 100 euros, pour peindre des étoiles. Voilà. Ils sont rentrés en France 2 jours avant leur exaction et ont peint une 50aine d'étoiles. L'exemple très concret et très illustré de manipulation et de fragilisation de la cohésion nationale. Devant l'importance prise par ce champ informationnel, le narratif, qu'on appelle le narratif, est devenu une nouvelle arme. Et la bataille du narratif est très vive. Je ne vous parlerai pas des fermes de trolls qui existent, que ce soit en Asie, que ce soit en Russie, dont le métier est de diffuser ces fausses informations sur les réseaux sociaux. Un autre exemple que je pourrais vous citer, qui s'est passé par exemple au Mali, dans lequel nous avons réussi à intervenir à temps et qui aurait pu avoir des conséquences très fâcheuses sur l'image de la France et de son armée, au moment où on se replie du Mali, où on se désengage du Mali, le groupe Wagner essaie de mettre en place un charnier près d'un site dans lequel nous étions. En fait, on obtient l'information, on envoie des drones pour effectivement filmer les gens de Wagner en train de créer le charnier et d'enterrer des corps. Par chance, on peut prendre ces images et on peut les diffuser avant que, effectivement, Wagner mette ses plans entre guillemets en exécution et qui aurait été désastreux avec une image extrêmement négative si effectivement on avait découvert, une fois que les Français seraient retirés d'un site, un charnier juste à côté. Je vous laisse imaginer ce qui aurait été dit. Voilà, je terminerai sur ce champ par envisager ce qui est devant nous, avec notamment l'intelligence artificielle et le quantique. L'intelligence artificielle qui peut générer des faux comptes à une très grande vitesse et inonder en faux contenus en masse certains réseaux. Il y a quelques mois, les services allemands ont fermé plus de 50 000 faux comptes Facebook générés par l'intelligence artificielle et qui déversaient des informations pro-russes sur le conflit en Ukraine. Regardez également l'impact que cela peut avoir sur les démocraties pour les élections américaines, dont on sait qu'il y a eu des manipulations il y a quelques années. Et quand on regarde un récent sondage, on s'aperçoit par exemple que la population américaine, en 2016, on considérait que les Américains, les républicains, à hauteur de 43%, et les démocrates à hauteur de 35%, trouvaient que les autres, de l'autre côté, entre guillemets, étaient immoraux. Aujourd'hui, quand on regarde les chiffres en 2022, ils sont de 71% pour les républicains et 65% pour les démocrates. Dernier sujet, le quantique. Là encore, on sait que ça arrive et ça arrive très vite. Et ça renverra le cryptage de données à l'âge de pierre. Mais je laisse mes successeurs en parler. Ça ouvrira le champ des possibles, mais également des autoroutes aux malveillants. Comme on vient de le voir, aux 3 espaces de conflictualité armée classiques viennent s'ajouter aujourd'hui 4 nouveaux champs, pour certains d'entre eux qui peuvent rester sous le seuil de conflictualité armée. Ceci autorise donc certains États d'inscrire leur action, leur dessein, dans des nouvelles stratégies hybrides qu'on appelle aujourd'hui des zones grises. Nouvelles stratégiques avec des pays qui remettent en cause l'ordre international, de nouveaux champs de conflictualité plus diffus. Ce sont ces raisons qui ont poussé les armées à substituer le triptyque classique de paix, crise, guerre à un nouveau triptyque compétition, contestation, affrontement. Et aujourd'hui, comme le dit le ministre des Armées dans une interview tout juste du début octobre au Point, la France n'est pas en guerre, mais n'est pas non plus en paix. En fait, elle est en compétition et en contestation dès à présent. Pour conclure cette courte introduction, je résumerai en disant qu'aujourd'hui, le contexte géopolitique accroît malheureusement le risque cyber en France, et je laisse les intervenants suivants pour le développer. Je vous remercie. Merci, Général, de votre intervention qui vous montre aujourd'hui notre quotidien, même si on part de l'événement économique, mondiaux, géopolitique, nous impacte
au quotidien et les outils informatiques que l'on utilise sont des relais et des vecteurs et des chevaux de Troie, pardon, pour pénétrer dans nos organisations, dans vos organisations et peuvent obérer le fonctionnement du jour au lendemain de votre entreprise. Donc on va l'illustrer plus concrètement au travers de l'intervention de Martin, puisqu'il va nous présenter effectivement les différentes formes de cyber auxquelles on peut être confronté, des retours d'expérience, parce qu'il n'y a rien de tel que de savoir ce qui se passe réellement. Et puis, plus encore, toutes les zones d'information, tous les sites d'information et les supports auxquels on peut aujourd'hui se référer pour prendre des bonnes pratiques très simples dans vos entreprises, TPE, PME, voilà, plus grandes entreprises sur ce périmètre. Martin, merci. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Alors, surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, Oui. On ne les voit pas là en direct. Il faudrait peut-être tout à fait sur une nouvelle publication. Si nous sommes aujourd'hui pas loin de 200 personnes autour de ce webinaire. Donc, bien évidemment, vous êtes libre de poser des questions au travers du chat. Et nous allons essayer d'y répondre au fur et à mesure, bien sûr. Alors, donc, je suis un des 2 délégués régionaux de l'ANSSI. Jean-Denis Laval est le deuxième, vous ne le voyez pas, il est juste à côté de moi dans la salle. Donc, nous sommes 2 délégués pour la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, qu'est-ce que l'ANSSI? Donc, l'ANSSI est une agence étatique. On est rattaché au service du Premier ministre au travers du SGDSN. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le SGDSN. C'est l'organisme de l'État qui va gérer tous les gestions de crise de manière transverse au niveau de l'État. Tout ce qui est lié au plan Vigipirate, les différents niveaux rouges, etc., écarlate sont définis et activés au sein du SGDSN. Il y a des cellules de crise aussi qui s'animent au SGDSN lorsqu'il y a des crises à l'échelle étatique, pas que cyber. Il y a aussi le bureau des écoutes, tout ce qui est lié à la sûreté nucléaire. Et comme la cybersécurité devenait potentiellement un risque pouvant générer une crise à l'échelle de l'État, donc l'ANSSI a été créée en 2009. Donc on a à peu près 620 agents, plutôt sur Paris. Donc on a pour mission historique d'accompagner tout d'abord plusieurs centaines d'opérateurs qu'on va juger critiques à l'échelle de l'État. Des opérateurs soit du privé, soit des administrations publiques telles que des ministères, qui si jamais se font cyberattaquer pourraient avoir un impact majeur sur le bon fonctionnement de l'État et également un impact sur les citoyens. Donc ce sont vers ces opérateurs-là qu'on s'est orienté dans un premier temps pour tout d'abord vraiment les accompagner dans leur démarche de sécurisation, pour les conseiller dans la mise en place d'architecture sécurisée pour éviter qu'ils se fassent cyberattaquer. Et puis également, on a des missions de réponse à incidents, des sortes de pompiers du numérique. Lorsqu'il y a des grosses cyberattaques d'ampleur auprès de ces opérateurs-là, des agents peuvent être déployés auprès des victimes pour les aider à comprendre ce qui s'est passé, endiguer l'attaque si elle est toujours en cours et aider la victime à repartir petit à petit sur des meilleures bases, des bases sécurisées et sortir de la crise. Je ne vais pas aller dans l'exhaustivité de nos missions, mais on a aussi des agents qui ont plutôt un rôle d'observatoire de la menace, comprendre quelles sont les motivations des cyberattaquants, quels sont leurs modes opératoires, quelles sont les vulnérabilités qu'ils exploitent, quels sont les outils qu'ils utilisent. Et on a un site qui s'appelle donc cyber.gouv.fr qui a un ensemble de documentation technique qui permet de détailler pour les amoureux de la technique qui sont dans le webinaire. On a plusieurs rapports qui qui décrivent de manière très précise les différentes cyberattaques qu'on constate. Et on a aussi des actions comme on fait nous en région avec Jean-Denis. Donc comme on est 2, on aime bien s'appuyer sur les acteurs comme la CCI et aussi nos amis de la gendarmerie pour pouvoir promouvoir de manière assez générale la cybersécurité, puisqu'on se rend compte malheureusement encore un grand manque de prise de conscience du risque cyber. On a différents outils, donc je vais aller assez vite aussi là-dessus, parce que tous nos outils ne sont pas forcément éligibles pour les entreprises. Je vais en détailler un peu plus juste après. On a certains outils automatisés, on a de nombreux guides pour vous aider à vous préparer à une cyberattaque, pour éviter que ça arrive, et surtout le jour où ça arrive, comment réagir. Et puis on a aussi un de nos partenaires qui est cybermalliance.gouv.fr, donc on ne va pas détailler trop ce matin, mais qui dispose de nombreuses documentations, notamment un outil de sensibilisation totalement gratuit. Alors,
juste pour compléter les propos qu'il y a eu juste avant, en termes de menaces, effectivement, on se rend compte que les cyberattaquants se professionnalisent, s'organisent pour être plus efficaces. Je voudrais juste aussi vous différencier, on va dire, deux grandes familles de cybercriminels. Donc, on a effectivement ceux qui vont attaquer les plus grands groupes, les plus grandes administrations pour pouvoir soit effectivement impacter la France ou pouvoir récupérer des données stratégiques ces attaquants-là sont, on va dire, de haute volée, qui parfois sont supportés par des États. Donc elles vont vraiment se focaliser, voilà, une nouvelle fois, sur les grandes entités, celles qui sont stratégiques, et va faire vraiment des attaques bien plus sophistiquées que d'autres familles qu'on voit de cyberattaquants, qu'on va appeler plutôt des opportunistes, des cybercriminels, qui eux font plutôt de la pêche au chalut. Ils vont attaquer de manière aléatoire et massifiée tout ce qui est capable d'être attaqué via Internet, que ce soit des particuliers, que ce soit des collectivités, des associations et des entreprises. Donc vraiment, imaginez vraiment que voilà, quelqu'un qui attaque au hasard, sans savoir vraiment où il va. Voilà, parfois ça peut tomber d'ailleurs sur un hôpital, parfois ça tombe sur une médiathèque, c'est pas très intéressant pour eux, ils repartent. Et parfois voilà, ils tombent sur une belle entreprise et ils vont ensuite déployer le reste de leur mode opératoire assez automatisé. Aujourd'hui, voilà, on n'a pas forcément des attaquants très évolués en termes de technique. Les très techniques vont plutôt s'attaquer aux plus gros, et pour les plus petits, ça va être des gens qui utilisent des outils automatisés qu'ils ont trouvés sur le dark web, qui ne les maîtrisent pas forcément, mais voilà, ils vont attaquer de manière massifiée pour toucher le plus grand nombre, avec pour principal objectif pour ces opportunistes l'appât du gain. Donc appât du gain, soit en mettant en place des virus qui vous bloquent totalement, vous n'avez plus accès à vos données, vous n'avez plus accès à vos systèmes, et vous pouvez retrouver la main sur le système qu'en payant une rançon, en tout cas c'est ce qu'ils vous disent, et aussi en volant les données. La donnée a de la valeur. Lorsqu'on cyberattaque une entreprise ou bien même un hôpital ou une collectivité, on récupère de la donnée personnelle de citoyens, de salariés, et derrière ça va être revendu pour être réutilisé par d'autres escrocs qui vont mener des campagnes de SMS frauduleux, type voilà, le renouvellement de la carte vitale, etc. Donc, vous voyez que parfois des escroqueries sont très bien faites avec des bons numéros de carte vitale, avec les bons numéros de téléphone en face. Donc ça, ce sont des données qui ont été volées, exfiltrées, et qui ont été revendues derrière pour d'autres escrocs. Donc voilà, même si jamais vous ne payez pas la rançon, et ça c'est ce qu'on vous invite à ne pas faire, et je pense que Ludovic reviendra dessus, ils vont tout de même gagner de l'argent en revendant vos données qui ont été piratées. Donc nous, au niveau de l'ANSSI, on ne sait pas forcément tout, puisque déjà on n'est pas forcément très connu, notamment du grand public. Donc nous, on a plutôt des tendances à vous donner. La tendance est à la hausse en termes des cyberattaques qu'on constate. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup dans les médias, mais les plus touchés restent tout de même les TPE, PME et les collectivités. Les grands groupes et les grands opérateurs stratégiques restent aussi visés, bien évidemment, du fait des tensions actuelles. Mais en termes de nombre de cyberattaques constatées, on voit encore malheureusement un grand nombre de TPE, PME qui se font cyberattaquer. On n'en parle pas forcément dans les médias, puisque ça fait toujours moins buzzer quand c'est une TPE qui se fait cyberattaquer qu'un hôpital. Mais il faut savoir qu'effectivement, c'est quand même une tendance qui est plutôt à la hausse, avec comme principale motivation l'appât du gain. Et une nouvelle fois, les attaquants gagnent de l'argent grâce aux cyberattaques, donc réinvestissent, se développent davantage. Il y a des systèmes d'affiliés, il y a des outils qui sont de plus en plus automatisés, notamment via l'intelligence artificielle. Et on voit aussi une menace qui s'adapte en fonction des tensions. Donc on a parlé des tensions géopolitiques, mais il y a eu également aussi des tensions en France liées aux agriculteurs. On a vu aussi des cyberattaques qui ont augmenté pendant cette période de tension. Les JO, on en a déjà parlé, avec effectivement plusieurs centaines de cyberattaques qui ont pu être stoppées. Donc on voit aussi des attaquants qui s'adaptent au contexte actuel. Là, je vais vous dérouler assez rapidement un des scénarios qu'on constate donc auprès des TPE, PME. Vous savez, la famille plutôt des attaquants opportunistes. Donc là, vous avez à votre gauche ce qu'on appelle donc un poste de travail, un ordinateur comme celui-là, qui permet donc de vous connecter à distance
enfin, soit chez vous, soit au bureau, sur le système d'information de votre entreprise, et d'accéder à ce qu'on appelle l'environnement bureautique, hein, c'est un terme un peu généraliste, qui représente, je ne sais pas, dans votre entreprise, si vous êtes 2, 3, 15, 50 interconnectés, vous êtes tous dans ce qu'on appelle un environnement bureautique ou un réseau interne qui vous aide et vous permet d'accéder à des données partagées, à des applications. Et ces données, ces applications sont administrées et gérées par une équipe informatique. Donc, soit vous avez une équipe informatique en interne, soit vous avez un prestataire qui gère vos différents serveurs. Donc ça, c'est la partie plutôt de droite, avec un super serveur qui est tout à droite, qui va permettre voilà, d'interconnecter l'ensemble, de gérer les différents droits. Lorsqu'une nouvelle personne arrive dans l'organisme, on lui crée un nouveau compte, on lui infecte un nouveau poste, on lui met en place des droits en fonction de son activité. Et donc ça, c'est vraiment le super serveur que vous voyez à droite qui gère cet ensemble-là. Et donc, pour pouvoir atteindre sa cible, donc soit de manière aléatoire, soit de manière ciblée une nouvelle fois, le cyberattaquant va s'appuyer sur Internet. Bon, il y a des hackers en France, mais ils sont normalement plutôt malins pour éviter d'attaquer des entités en France, même si on en voit encore qui le font. Mais voilà, on constate du coup beaucoup de cyberattaques qui passent par Internet, notamment du fait maintenant du déploiement assez massifié du télétravail. Et donc par Internet, un cyberattaquant va essayer de prendre la main sur un maximum de victimes, un maximum de postes de travail. Donc pour ça, il a plusieurs façons de le faire, mais ça n'arrive pas par magie. Il faut quand même, à un moment donné, il y a un défaut de vigilance ou des utilisations inappropriées de l'informatique de la part des victimes. Et donc ils vont se faire hameçonner, donc soit par du phishing, vous savez, c'est des mails frauduleux, des mails qui vont se faire passer pour d'autres, ou des mails qui vont se faire passer pour Google, pour Microsoft, pour Amazon, et qui vont vous faire cliquer sur un lien. Ce lien va vous amener soit vers le téléchargement d'un fichier ou sur une page internet qui, à un moment donné, va vous dire attention, ce serait bien de télécharger telle chose pour mettre à jour votre ordinateur ou pour corriger un virus qu'on a constaté. Donc voilà, c'est des pièges évidemment. Ou bien ça peut être via des pièces jointes dans des mails, pareil, des pièces jointes qui vont à un moment donné vous demander, ça peut être un PDF, un Excel, un Word, qui va vous demander de télécharger quelque chose, et c'est ce quelque chose qui fait que vous activez une charge malveillante sur votre machine. On voit aussi des cas un peu plus indirects où le PC, je l'ai prêté à mon fils, et mon fils allait sur un site de streaming, il allait regarder une série, puis à un moment donné, le site de streaming lui propose de télécharger quelque chose, et ce quelque chose, encore une fois, est malicieux. Ou bien, moi, ça m'est arrivé quand j'étais adolescent, je téléchargeais des jeux vidéo qui étaient gratuits, normalement payants, mais voilà, ce sont des jeux qui fonctionnent très bien, mais qui sont piratés, et qui permettent de prendre la main sur un ordinateur, hein. Ces cas-là, c'est des cas réels, hein. C'est notamment arrivé à des hôpitaux où ce sont des PC de médecins qui avaient été prêtés à leur enfant et qui avaient moins de vigilance sur l'utilisation du PC, qui a permis de créer une brèche et une porte d'entrée sur l'hôpital. Puisque lorsqu'un des ordinateurs de l'entreprise est piraté et corrompu, mais l'attaquant est en fait directement déjà dans l'environnement bureautique, puisqu'il est déjà interconnecté au réseau comme vous l'êtes au travers de cette même machine. Et une fois qu'il est interconnecté sur une des machines, il va un peu regarder qui vous êtes, pour qui vous travaillez, pour quelles données vous avez accès. Est-ce qu'il y a une messagerie où je peux regarder les différents mails? Est-ce qu'il y a un SharePoint? Est-ce qu'il y a des applications métiers, notamment des applications pourquoi pas industrielles ou de recherche et développement, qui peut permettre d'accéder à des données plus ou moins intéressantes? Et puis ils vont aussi, en profitant de leur accès, ils vont essayer de s'interconnecter au poste de vos collègues. Donc ça, ils ont plusieurs manières. Parfois, lorsque j'ai la main sur un poste, j'ai potentiellement la main sur tous les postes, puisque c'est le même mot de passe d'administration qu'a mis les équipes informatiques auprès de toutes les machines. Bon, là, ça va assez vite, hein, et c'est encore malheureusement des lacunes qu'on constate assez souvent. Ou bien il va essayer de deviner le maximum de mots de passe. Donc pour ça, il va regarder les sessions actives qu'il y a sur le réseau actuellement, où il va attendre une semaine pour essayer de récupérer le maximum de sessions actives. Donc ça, c'est les sessions soit de votre machine ou soit des postes de vos collègues. Et il va essayer de casser les mots de passe. Donc les mots de passe ne sont pas en clair, il va essayer de les deviner. Pour les deviner, ils ont des outils qui vont essayer de plusieurs milliers de tentatives à la seconde, à la minute, et donc sur une semaine, ils en font plusieurs millions de tentatives. Donc si le mot de passe il fait moins de 10 caractères, il finira par tomber dans la semaine pour les plus robustes. Ça peut aller beaucoup plus vite pour ceux qui ont que 8 caractères et sans trop de caractères spéciaux. Nous, à l'ANSSI, on fait également des audits de ce type-là auprès des opérateurs critiques.
lorsqu'on déploie nos outils. Alors nous, on n'a que 6 cartes graphiques, hein. Parfois il y a des cyberattaquants qui en ont plusieurs dizaines. On a un budget à peu près de 6 000 € de cartes graphiques et on casse 80% des mots de passe en une semaine. Donc imaginez ce qu'on peut faire sur une TPE, PME. Et donc, il va récupérer le maximum de mots de passe et parfois, c'est un mot de passe d'un administrateur. Donc, généralement, on a quelques lacunes près, défaut de paramétrage ou des systèmes qui ne sont pas à jour, ou alors c'est le même mot de passe pour tous les serveurs pour avoir la main après sur le super serveur. Donc, une fois qu'on a la main sur le super serveur, on peut quasiment tout faire de la même manière qu'un administrateur au sein de vos équipes informatiques ou d'autres prestataires peut se connecter sur vos machines pour mettre en place des actions d'administration ou pour mettre en place des mécanismes de sécurité. Lui, le cyberattaquant, il va déployer son virus, qui est donc ce qu'on appelle un cryptolocker ou un ransomware, qui va prendre la main sur toutes les machines et les rendre totalement inopérantes. Et vous affichez un petit message, voilà, vous avez été cyberattaqué, merci de payer tel rançon pour retrouver l'accès à votre système d'information. Donc là, j'espère que j'ai été assez clair, j'ai essayé de vulgariser un maximum. J'ai aussi travaillé dans des équipes d'administration informatique. C'est extrêmement complexe de pouvoir colmater toutes les brèches, de pouvoir mettre à jour tout en temps et en heure, de pouvoir s'assurer que les paramétrages sont tous sécurisés. Donc là où je veux en venir, c'est que le premier message qu'on vous donne là aussi, c'est l'effort doit être fait au niveau de l'utilisateur et des postes de travail pour éviter des actions de vigilance sur sa navigation sur Internet, attention sur les mails, attention à ce que vous téléchargez lorsque vous êtes sur Internet, attention sur les mots de passe que vous utilisez, au lieu de plus permettre à un cyberattaquant de ne pas aller aussi vite, et de pouvoir abandonner et passer à la cible suivante. Ce qu'on constate également, c'est que c'est pas forcément le même cyberattaquant qui a pris la main sur une machine, ça peut être un autre cyberattaquant après qui va mettre son mode opératoire de latéralisation, de se déplacer de poste à poste jusqu'au serveur. Et après, ça peut être même un autre attaquant qui va dérouler son cryptolocker. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, ils sont plutôt bien organisés et ils mettent vraiment tout en place pour faciliter le travail de tout à chacun au niveau des cybercriminels. Un autre mode opératoire, je vais aller beaucoup plus vite, c'est à peu près exactement le même, sauf que cette fois-ci, ça va pas forcément passer par les utilisateurs, ça va passer aussi par les failles qu'on constate sur des équipements qui sont pas à jour au niveau de vos pare-feux. Voilà, c'est bien beau d'avoir un pare-feu, mais si votre pare-feu n'est pas à jour ou très mal maintenu, ça peut être une porte d'entrée directement vers l'environnement bureautique. Et également pour tous les systèmes qui sont interconnectés à Internet, notamment les applications qui sont dans le cloud. C'est pas parce que vous êtes dans le cloud que vous êtes plus sécurisé que si ça avait été hébergé en interne. Si ce cloud, encore une fois, n'est pas à jour et mal sécurisé, ça peut être directement une porte d'entrée pour votre système d'information et lancer une cyberattaque sur votre entreprise. On voit également des prestataires qui sont touchés, qui eux proposent des services en cloud à leurs clients et ça peut permettre aussi, de manière indirecte, de vous faire cyberattaquer malheureusement. Donc, les attaques, pour résumer, donc, pour ce qui est des attaques opportunistes, je ne suis pas exhaustif, hein, mais vraiment ce qu'on voit nous, la plupart des cas, c'est des attaques par phishing ou défaut d'utilisation de l'informatique par les utilisateurs et encore malheureusement trop de pare-feu et de services exposés à Internet qui ne sont pas assez sécurisés, qui sont même totalement vulnérables. On voit des cyberattaques sur des équipements qui n'ont pas été mis à jour depuis 2-3 ans. Et donc là, effectivement, c'est du pain béni pour les cyberattaquants. En termes de conséquences, donc c'est assez dur à chaque fois de vous répondre de manière précise combien vous coûtera une cyberattaque. En fait, c'est vous qui avez la réponse. Nous, ce qu'on constate, c'est que les victimes, les meilleures victimes, entre guillemets, les meilleures qui arrivent à repartir le plus rapidement possible, c'est au bout d'une semaine. La moyenne, c'est 3 semaines, 1 mois. Dans le pire des cas, ça peut être 2-3 mois, voire 6 mois, voire 1 an dans certains cas. Quand je dis retrouver un système à la normale, c'est parfois la victime est obligée de tout réinstaller, remettre en service tous les PC, tous les serveurs, les reconnecter, les reparamétrer, remettre en route les données, les applications, etc. Donc là, quand pendant la crise, on a du mal à gérer, à tout orchestrer, c'est là où ça peut prendre plusieurs mois pour retomber sur un fonctionnement à la normale. Donc en fait, tout simplement, vous essayez de calculer, vous, à l'échelle de votre entreprise, qu'est-ce que serait 3 semaines sans numérique? Est-ce que je peux produire pendant 3 semaines? Est-ce que je pourrais livrer? Est-ce que je pourrais facturer? Est-ce que je vais avoir des retards de livraison, de production, etc. Et donc là, ça va forcément engendrer des coûts. Donc là, c'est plutôt vous qui avez la réponse sur quel serait un impact de 3 mois sans le numérique.
parfois on perd de la donnée, donc il faut la ressaisir. Donc on constate des victimes parfois qui payent des intérimaires pour ressaisir de la donnée papier. Et nous, on a déjà vu des notes de 100 000 € rien que pour payer les intérimaires qui vont ressaisir la donnée papier. On a parfois une perte de confiance de ses clients, de ses partenaires, parce que vous avez été cyberattaqué et des données, leurs données ont été aussi touchées par cette cyberattaque. Donc parfois, il y a des clients qui vont partir ou des prospects qui ne viendront pas. Et ce qu'on oublie aussi, c'est le coût de la réparation. Nous, l'ANSSI, on accompagne les grands opérateurs et même pour ces grands opérateurs-là, on demande toujours à la victime qu'elle soit accompagnée par des prestataires. Vous, demain, lorsque vous avez une cyberattaque, vous devrez aussi vous faire accompagner par des prestataires. On vous invitera à vous faire accompagner puisque seul, vous allez perdre beaucoup de temps à gérer la crise. Et des prestataires, ça coûte de l'argent. Parfois, on est sur des fourchettes entre 500 et 1500 euros par jour par personne. Donc, c'est des taux journaliers hommes. Et donc, généralement, ils viennent à 2, voire à 3. Ils peuvent rester quelques jours, voire plusieurs semaines. Donc, forcément, la note devient de plus en plus salée. Et aussi, parfois, on n'a totalement plus confiance à ces systèmes. Et de toute façon, ils étaient obsolètes, il fallait les changer. Donc, on va investir dans des PC, dans des serveurs. Donc, ce n'est pas de l'argent perdu, ça, pour le coup. Mais c'est aussi un impact direct qu'on peut lier à une cyberattaque. Donc, nous, ce qu'on constate pour une PME, à peu près 100 000 €, c'est aussi ce qu'on voit sur des collectivités moyennes. Et ça encore, c'est un chiffre plutôt vers le bas, une fourchette basse. Et fourchette la plus haute, c'est Saint-Gobain. Donc c'est eux qui ont communiqué ce chiffre-là, à près de 250 millions d'euros, puisque effectivement ils ont perdu de l'activité, ils ont même perdu des projets qu'ils allaient avec des partenaires business qu'ils allaient gagner. Ils ont eu du retard sur de l'innovation, et donc du coup, de chaque année même, la note commence à être de plus en plus salée malheureusement pour eux. Donc en termes de recommandations, donc je vous le disais tout à l'heure, nous on vous propose d'abord vraiment, on va vous parler de nous côté ANSSI de 3 champs d'action. Le premier, c'est poursuivre les efforts de sensibilisation. Il faut vraiment faire de vos utilisateurs, enfin de vos salariés, le premier rempart à ces cyberattaques-là. Le meilleur antivirus, ça reste l'humain. Et pour ça, il faut poursuivre les actions de sensibilisation. Je ne sais pas si vous mettez en place des actions de sensibilisation sur tout ce qui est lié à la sécurité incendie, etc. Vous avez malheureusement plus de probabilité de vous faire cyberattaquer que d'avoir un incendie. Donc il faudrait faire au moins les mêmes efforts en termes de sensibilisation et de prévention auprès de vos salariés. Donc il y a des guides qui sont gratuits, que ce soit sur le site de l'agence ou sur le site de cybermalliance.gouv.fr. Je pense qu'on pourra vous passer les liens à la suite de ce webinaire. On a aussi des formations en ligne qui sont gratuites. Nous, on vous invite à former quelqu'un en interne aussi sur ces enjeux-là, ou alors demander à votre prestataire de passer cette formation-là. Ça lui sera aussi utile pour ses autres clients. Tout est gratuit. Il y a également donc une sensibilisation en ligne de 2 heures qui est accessible à toute personne, qui est aussi gratuite sur le site de Cybermalveillance. Et pourquoi pas aussi instaurer une charte en interne sur qu'est-ce que je peux faire avec mon PC professionnel lorsque je vais à la maison pour du télétravail, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, et qu'est-ce que je dois faire en cas de suspicion d'attaque sur ma machine. On vous invite également, si vous n'avez jamais mis en place de démarche en interne de cybersécurité, si vous n'êtes pas encore trop posé la question ou si vous avez besoin d'un regard neuf sur ce que vous avez mis en place et sur ce que vous devez mettre en place de manière prioritaire, tout simplement, faites-vous accompagner. Nous, on propose un diagnostic gratuit qui s'appelle Mon Aide Cyber. On va donc vous mettre en relation avec une personne qu'on aura formée et qu'on a outillée au travers d'un outil de l'agence. On a formé quasiment 500 personnes en Nouvelle-Aquitaine, donc on trouvera forcément quelqu'un qui sera prêt à vous accompagner. Donc c'est un service où toutes les personnes qui nous accompagnent ont signé une charte éthique du fait que vraiment cette démarche est la plus neutre possible, elle est portée par l'État et bientôt en partenariat avec nos partenaires du ministère de l'Intérieur. Tous les diagnostiqueurs vous feront ça de manière gratuite, donc surtout n'hésitez pas. Ça dure entre 1 heure et 1 heure 30 et à la fin on vous proposera donc 6 mesures prioritaires en fonction de ce que vous avez déjà mis en place et de votre contexte. Donc nous on invite à faire cet outil-là vraiment pour ceux qui démarrent, qui se sentent encore un peu novices, et pour ceux qui ont déjà mis en place des choses et qui se sentent déjà d'un bon premier niveau, nous on vous invite toujours d'aller un peu plus loin avec, pourquoi pas, mettre en place des audits en interne et vous faire accompagner par des hackers éthiques, des gens qui vont jouer les méchants, mais pour de faux, entre guillemets, qui vont essayer de tester
tous les modes opératoires possibles pour essayer de prendre la main sur votre système d'information, ce qui vous permettra à la fin de l'exercice de voir par où les attaquants sont passés pour vous aider justement à mettre en place un plan d'action pour corriger toutes ces brèches-là. Vous pouvez aussi utiliser nos différents guides. On a un guide avec 42 mesures qui va bien plus loin que notre outil de diagnostic et qui vous aide vraiment à avoir un regard exhaustif sur les mesures à mettre en place. Et on a aussi un catalogue de prestataires de confiance, et il en existe près d'une quinzaine, je crois, en Nouvelle-Aquitaine, pour vous aider à mettre en place ces démarches-là d'audit. Le dernier point sur lequel on voudrait faire le focus, c'était tout simplement vous mettre en situation, dès aujourd'hui, si jamais j'ai une cyberattaque, qu'est-ce que je fais? Qui je contacte? Comment je m'organise en interne? Puisqu'il ne faut pas croire qu'une crise cyber, c'est juste une crise d'informaticien et c'est juste un bouton on-off sur lequel on va appuyer pour pouvoir tout remettre en marche. Je ne connais pas l'emprise du numérique dans votre organisation, mais je suis persuadé qu'aujourd'hui, si je mets à mal le numérique de l'entreprise, je vais mettre à mal tous ces processus, qu'ils soient support ou même métier, les processus clés de votre entreprise. Et donc, pour gérer la crise, il faut que ce soit vraiment à l'échelle du COMEX ou du CODIR pour donner le là, orchestrer sur quelles actions prioritaires doivent être menées par les informaticiens. Est-ce que je dois faire le focus sur la paye? Est-ce que je dois faire le focus sur la livraison, la production? Exemple assez parlant, on a vu des victimes parfois, effectivement, c'était bientôt le jour de paye, donc ils ont, pendant la première semaine de la crise, ils ont mis toutes les watts sur la remise en service du système de paye avec les ordinateurs des équipes RH, le fonctionnement des applications de paye avec les données de paye, etc. Donc les informaticiens ont fait ça pendant une semaine. Et à la fin de la semaine, lorsque le CODIR a demandé un peu où est-ce qu'ils en étaient sur la remise en œuvre de leur système, ils ont dit bah, c'est bon, la paye, voilà, on a vraiment focalisé toute la semaine sur la paye. Et là, il y a une personne de la paye qui a levé la main, qui a dit mais je comprends pas, en fait, il suffisait d'appeler notre partenaire de paye pour qu'il remette la paye du mois dernier. Un coup de fil aurait pu permettre de remettre la paye et le reste de la semaine aurait pu être focalisé sur autre chose. Mais ça, les informaticiens, ils n'avaient pas cette info-là. Donc vraiment, il est très important que cette crise-là soit faite de manière à l'échelle globale de l'entreprise et que ce ne soit pas forcément les informaticiens qui décident de qu'est-ce qu'on met en place en premier. Ça doit être une réflexion transverse entre les métiers des informaticiens. Il y a peut-être des modes dégradés qui fonctionnent très bien comme ce coup de fil, sur d'autres, peut-être pour la production. Ah ben moi, vous savez, il me suffit juste de ce fichier Excel-là pour pouvoir poursuivre une activité pendant 3 semaines. Très bien, le fichier Excel, on va le traiter, ça va aller assez vite. On va pouvoir se focaliser sur d'autres activités métiers qui n'étaient peut-être pas prioritaires, mais qui, sans le numérique, ne fonctionnaient pas du tout. Donc encore une fois, nous on vous invite, et ça dépend encore de toute entité, de toute entreprise. Donc on vous invite à avoir ces réflexions-là, et c'est pas forcément travailler sur des supports de 40, 50 pages, etc. C'est vraiment vous poser, pourquoi pas 1 heure, 2 heures en COMEX, et vous dire voilà, si demain j'ai plus accès au numérique, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui fonctionne avec et qu'est-ce qui fonctionne sans le numérique, pour pouvoir mettre en place un espèce de plan de bataille, de remise en fonctionnement du numérique qui sera vraiment le plus adapté aux priorités des métiers. Quelques ressources complémentaires, voilà, c'est des sites que j'ai déjà mentionnés. On a également le site du CERT-FR qui est un site qui répertorie toutes les menaces qu'on constate. Donc ça, c'est assez technique, c'est quelque chose qu'on vous invite à regarder si vous êtes plutôt à l'aise avec l'informatique et la cybersécurité, ou alors vous pouvez toujours proposer à votre prestataire de faire appel à ce site-là pour être le plus à la page possible. Et dernier point, parce que je l'ai oublié dans mes planches, et c'est très important, sur la partie gestion de crise, pardon, il y a un numéro à retenir, c'est le 0805 29 29 40. Je ne sais pas si Ludovic, tu en reparles, mais ce numéro est très important. C'est un centre de réponse à incident qui est gratuit. C'est un sorte de 15. Donc ça, c'est une structure qu'on a confinancée avec la région et qui est partenaire avec la préfecture et les services de l'intérieur. Donc c'est des personnes qui vont vous répondre au bout du fil pour vous aider à avoir les bons réflexes pendant les premières heures et surtout à vous orienter et vous aiguiller vers soit d'un côté les services judiciaires et d'un autre côté des prestataires de confiance. Si votre prestataire ne se sent pas assez capable de gérer seul la crise, cet organisme-là, donc c'est une association, c'est le campus cyber de Nouvelle-Aquitaine, si vous en avez parlé, qui vous mettra en relation avec des prestataires connus et proches de vous.
Donc 0805 29 29 40. Merci beaucoup Martin de votre présentation. Peut-être ça va peut-être donner lieu à quelques questions déjà, si vous le souhaitez. Moi, je résumerai, je vais laisser les gens remplir le chat s'ils le souhaitent. Vous précisez que de toute manière, les présentations seront jointes et vous seront transmises. Martin pourra y joindre le numéro de téléphone en conséquence. Et peut-être résumer son propos à quatre phrases qui m'ont marqué, ou en tout cas 4 éléments qui m'ont marqué. Le marché de la délinquance de la cybersécurité se démocratise. Autrement dit, les outils de nuisance sont facilement accessibles aux kidam moyens maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, TPE, PME, nous ne sommes pas, vous n'êtes pas à l'abri de ces risques-là. Premier point. Deuxième adage bien connu, mieux vaut prévenir que guérir. Toute mesure d'anticipation est la meilleure. Donc aujourd'hui, ce premier atelier est peut-être une première démarche pour vous, mais il doit s'accompagner d'une démarche qui doit suivre pour dire voilà, comment je prends cette gestion des risques. Vous avez cette préoccupation-là vis-à-vis de vos fournisseurs pour vous dire demain, si j'ai un fournisseur qui me lâche, ma production s'arrête. Si j'ai un commercial qui me lâche, potentiellement j'ai un carnet de commandes qui tombe, eh bien c'est du même niveau de risque et vous allez le voir un peu plus tard dans la présentation de la gendarmerie. Troisième point, informer vos assistantes, vos chefs d'atelier, votre commercial, tout collaborateur qui utilise un PC et un téléphone portable, c'est une nuisance possible et un point d'entrée possible. Et puis eh bien, on le disait tout à l'heure, il y a des outils très simples. On a parlé de monnaie de cyber. Voilà, les conseillers CCI sont formés à vous accompagner pour effectivement faire un état des lieux de votre situation en termes de cyber, le risque concouru, et après derrière essayer de trouver des solutions pour vous accompagner dans cette démarche-là. Voilà. Donc ça va me donner l'occasion de laisser la parole maintenant au lieutenant-colonel Ludovic Boncompin, qui va effectivement, on va rentrer au plus près là, du territoire, au plus près de votre proximité, pour vous donner des gestes simples et vous expliquer un petit peu les démarches à conduire, soit en prévention, soit en accompagnement. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, je me présente, je suis le lieutenant-colonel Ludovic Boncompin et j'occupe comme fonction de conseiller en cybersécurité pour le général qui commande toute la zone de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine, donc qui regroupe les 12 départements de Nouvelle-Aquitaine. Donc, ça vient vraiment en corrélation avec la chambre régionale. Et puis les propos avant du général Canitro et de Martin pour la zone Aquitaine. Alors effectivement, moi je vais, dans la continuité de ce qui a été dit, descendre un petit peu plus au plus près de vous, hein, comme vous l'avez dit, parce que la gendarmerie a historiquement ce maillage territorial là qui est au plus près des territoires, au plus près de nos concitoyens, et évidemment a pris aussi la mesure de ces nouvelles menaces hein, que sont les cybermenaces. Et ben voilà, une cyberattaque, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc ça, c'est vraiment la première des choses, c'est cette prise de conscience. Et TPE, PME, que vous soyez dans le domaine agricole, dans le domaine industriel, dans le domaine des services, tout le monde doit prendre conscience de ces menaces-là. Et nous sommes tous concernés. Et évidemment, ça marche aussi à titre individuel, hein, ça on le voit bien dans le quotidien. Mais là, en tant que TPE, PME, vraiment, je rajoute encore sur tout ce qui a été dit avant, c'est que ça ne concerne pas que les plus grands. Et donc TPE, PME, quel que soit votre domaine d'activité, quelle que soit votre présence au plus profond de nos territoires, vous êtes concernés puisque Internet est partout. Alors pour commencer, moi je vais vous expliquer un petit peu le dispositif de la gendarmerie en partant du plus loin niveau national jusqu'au plus près, jusqu'à la brigade qui est normalement à moins d'un quart d'heure, 20 minutes de chez vous. Je vous le disais, la gendarmerie au plus haut niveau national, a pris en compte ces menaces déjà depuis un certain nombre d'années, mais beaucoup plus récemment depuis notamment un événement qui nous a tous touchés, qui était la crise du Covid, et qui a vu l'explosion en fait de l'augmentation des surfaces d'attaque à cause de la mise en place du télétravail, sans forcément prendre en compte les mesures de sécurité qui doivent être liées au télétravail.
Et d'ailleurs, ça a conduit à la création au niveau du ministère de l'Intérieur par la création d'un commandement dans le cyberespace du ministère de l'Intérieur, dont le décret organique de création ne date que d'il y a un an, en décembre 2023, qui s'occupe de la stratégie du ministère de l'Intérieur en matière de cybersécurité et de lutte contre la cybercriminalité. Et son pendant au niveau national pour la gendarmerie de sa force de frappe, en fait, des équipes d'enquêteurs très spécialisés dans le haut du spectre. On parlait tout à l'heure de rançon logiciel, on parlait d'État, qui, même si nous ne sommes pas en conflit ouvert, mais la France n'est pas en paix. Et donc, eh bien oui, ça, c'est lié à des groupes de cybercriminels, et donc il y a des enquêtes qui sont menées à l'international, et on a des personnels de très haut niveau qui travaillent au niveau national, international, avec Interpol, avec Europol, avec des services partenaires étrangers, qui sont au sein d'une nouvelle unité qui s'appelle l'unité nationale cyber. Au sein de cette unité, il y a le centre de lutte contre la cybercriminalité, contre la criminalité numérique, le C3N. Normalement, peut-être vous en entendez souvent parler, ça passe souvent à la télévision, dans des reportages. Par exemple, pour les JO, il y avait évidemment des cellules de veille et d'anticipation de crise. Et bien avant l'ouverture des JO, au moins 18 mois avant, il y avait déjà des équipes au niveau national qui veillaient. Je prends un exemple, vous l'avez cité tout à l'heure, mon général, de faux sites de vente de billets, hein, puisque si on s'imaginait s'il y avait des attaques à ce niveau-là, ce que ça aurait pu être comme impact sur les JO, qui était un événement mondial et très sensible pour nous. Et donc, on a réussi, grâce à ces équipes de veille-là, à démanteler plus d'une 50aine de sites qui faisaient aux ventes de billets. Mais ça, je ne m'attarde pas trop là-dessus, puisque c'est le niveau national, et vous, ce qui vous concerne plus, c'est le niveau régional quand même, départemental, et encore au plus près de vos entreprises. Donc au niveau régional, cette organisation nationale s'est décorrélée, et nous avons, pour la Nouvelle-Aquitaine, mis en place un conseiller cyber. Donc c'est moi-même, j'ai cette chance-là. Mais nous avons aussi des enquêteurs dans le haut du spectre qui sont une décorrélation du C3N, et qui s'appelle, c'est une antenne en fait du C3N, ils sont à la section de recherche de la gendarmerie au niveau régional. Et dans chaque département, ce qu'on appelle en gendarmerie un groupement de gendarmerie, vous avez des enquêteurs spécialisés en nouvelles technologies, d'accord, qui font beaucoup de criminalistique, de forensique, c'est-à-dire quand il y a des enquêtes, ils saisissent, et maintenant toutes les enquêtes, j'allais dire, sont liées au numérique, hein, quelle que soit l'infraction, même de droit commun, hein, du stup, eh bien, on saisit un ordinateur, on saisit le téléphone, et donc on a des enquêteurs en criminalité, en nouvelles technologies, qui font de la criminalistique, qui vont fouiller dans les ordinateurs et les téléphones, mais aussi maintenant avec ces nouvelles menaces qui vous concernent, vous particulièrement, et les collectivités territoriales aussi, qui sont les atteintes au système automatisé de données, c'est-à-dire pénétration dans un système d'information avec, comme le disait Martin, soit des menaces de type rançongiciel, cryptolocker, hein, qui bloque tout un système, soit de l'extraction de données, et soit, on le verra aussi tout à l'heure, pourquoi pas de l'espionnage, hein, industriel, et ainsi de suite. Eh bien, ces personnels-là sont aussi compétents pour aller chercher ce qu'on appelle des indices de compromission qui vont pouvoir étayer les enquêtes de ces enquêteurs-là. Voilà. Et nous participons aussi au sein de la Nouvelle-Aquitaine, nous faisons participer des citoyens, qu'on appelle des réservistes en fait, et qui donnent de leur temps et de leurs compétences, l'armée de terre en emploi aussi, qui sont par exemple des RSSI dans les entreprises, des DSI ou des universitaires, enfin des gens qui sont dans le domaine et qui donnent un peu de leur temps pour nous aider. Je donnais l'exemple tout à l'heure d'une cellule de veille sur les JO. Eh bien voilà, certains réservistes, donc des gens qui travaillent dans le civil, mais qui donnent un peu de leur temps comme ça pour la gendarmerie, la police, l'armée, pour nous prêter main forte et participer à cette lutte contre les cybermenaces. Donc ces gens-là sont référencés au sein de la division régionale des réserves. Et très proche de vous, au niveau local, donc au sein des départements et au sein de vos communes, nous avons des correspondants NTech, donc ce sont des gendarmes classiques, mais qui ont un petit vernis en cybersécurité, qui sont capables de prendre des plaintes, et ça évidemment j'y reviendrai tout à l'heure, en matière de cybersécurité, quand vous viendrez, et je l'espère que ça, ce sera tout l'objet de ma présentation par la suite, quand malheureusement vous ferez attaquer, qu'il faudra venir en brigade pour déposer plainte, bien voilà, il faudra demander à avoir un contact avec ce correspondant NTech qui est capable de vous accompagner dans la prise de plainte, qui est toujours un peu particulière en matière de cybercriminalité. C'est pas comme une plainte classique.
Voilà, ces gens-là sont au sein des brigades territoriales et des communautés de brigades. En région Nouvelle-Aquitaine, région de gendarmerie Nouvelle-Aquitaine, donc pour résumer un petit peu tout ça et vous donner quelques chiffres, c'est la dernière ligne qui est le plus intéressant. Donc 40 enquêteurs de nouvelles technologies, pas loin de 1000 correspondants de nouvelles technologies. Nous avons 114 des ESP, ce sont des enquêteurs sous pseudonyme. Vous savez, c'est les cyberpatrouilleurs qui sont sur n'importe quelle infraction, pédopornographie, vente d'armes, de stupes sur le dark web. Alors ça, ESP, il faut qu'il y ait un cadre évidemment judiciaire bien précis, il faut qu'il y ait une enquête en cours. Nous avons des enquêteurs très spécialisés en fintech. Fintech, c'est quoi? C'est les crypto-monnaies, en fait, tout ce qui a lieu aux crypto-monnaies, puisque vous le savez, maintenant sur le net, on ne se paye pas par monnaie sonnante et trébuchante, mais on se paye par crypto-monnaie, c'est les monnaies utilisées par les cybercriminels. Et donc, il faut bien sûr des enquêteurs spécialisés. C'est quand même assez technique. Et nous en avons chez nous qui sont répartis dans les 12 départements spécialisés dans le suivi, dans la compréhension de ces nouvelles monnaies. Je ne m'attarde pas trop là-dessus. Et là, je vous refais en récapitulant un petit peu les 3 gros types de menaces que nous avons évalués et qui reprennent en fait tout ce que vient de dire Martin et puis vous, mon général, hein, puisque ça se recoupe. Vous allez voir. Pour nous, la plus grande des menaces, enfin en tous les cas, pas forcément la plus impactante, mais celle qui est en masse, la menace de masse, c'est la finalité lucrative. C'est-à-dire que les cybercriminels ne sont ni plus ni moins que des voleurs et qui cherchent par un moyen assez simple, assez démocratisé, on vient de le dire là, avec ces outils qui sont maintenant très accessibles, cherchent à faire de l'argent tout simplement. Voilà, en finalité lucrative, tout ce qui est rançongiciel, tout ce qui est faux SMS, tout ce qui est faux ordres de virement, les arnaques, en veux-tu, en voilà, voilà. Et ça représente énormément, pas loin de 80% de nos atteintes. Mais à ne absolument pas ignorer, c'est les 2 autres menaces. Le général en a très bien parlé. Campagne de déstabilisation, tout ce qui est fake news, ça ne se voit pas, mais pourtant ça inonde notre quotidien. Donc il faut être très attentif à ça, même s'il n'y a pas derrière d'impact concret. Hein. Vous n'allez pas, une TPE, PME ne va pas mettre la clé sous la porte parce qu'il y a une campagne de déstabilisation, mais par contre pour l'État, pour notre démocratie, pour des visibilités, pour des réputations, des choses comme ça, c'est extrêmement sensible. Donc ça, il faut faire très attention et avoir beaucoup de recul vis-à-vis de ça. Ne pas prendre pour argent comptant, en plus avec l'implication de l'intelligence artificielle derrière, tout ce qui provient du net. Très attention, il faut faire très attention à ça. Et quelque chose qui vous concerne plus particulièrement vous, je pense notamment aux startups, aux petites pépites, hein, TPE, PME, qui ont ce qu'on appelle des secrets d'entreprise. Hein. On parlait avant d'intelligence économique, on parlait de propriété intellectuelle, maintenant ça s'appelle des secrets d'entreprise. Ça, vous êtes directement concerné, il ne faut pas le négliger. Ce sont les opérations d'espionnage. Les JO, par exemple, étaient une belle opportunité. Ça vous regroupait dans un temps très court, dans un espace très réduit, Paris, et puis tout ce qu'il y avait autour, tout ce qui était lié aux JO. Et notamment, un secteur qu'on oublie souvent et qui pourtant est une porte d'entrée et peut finalement sensibiliser, qui est ce qu'on appelle en anglais la supply chain, c'est-à-dire les chaînes d'approvisionnement, toutes les 2e, 3e cercles des entreprises importantes, mais qui font appel à des prestataires de services qui eux-mêmes ont des secrets. Vous êtes peut-être vous êtes une start-up, une petite TPE-PME qui fournit des composants importants pour des entreprises de la défense, pour des entreprises, je sais pas moi, du domaine de l'automobile. Eh bien, il faut que vous soyez extrêmement sensible à ça. Vous êtes très appétissant pour des opérations d'espionnage et pas que nos adversaires officiellement identifiés. Dans ce monde-là, il n'y a pas forcément d'amis. Donc, il faut faire très attention et je ne peux que vous conseiller de prendre en compte cette menace-là et comme l'a dit Martin, mais ça j'y reviendrai, en anticipant, de faire vraiment un point sur vos secrets d'entreprise qui risquent, vous ne voulez pas qu'ils soient divulgués. Très important et ça passera par l'informatique, ça, si jamais ça peut sortir. En chiffres, quelques chiffres, là c'est les derniers chiffres 2023, voilà, on l'a dit tout à l'heure avec Martin, oui, on voit une augmentation, donc pour nous en zone gendarmerie, je n'ai pas les chiffres zone police, pas loin de 280 000 atteintes numériques, tout confondu, c'est une augmentation de 40% en 5 ans.
Je vous le disais, vous êtes plutôt concerné en tant que TPE-PME sur les atteintes au système d'information en 2023. On en est à 17 700, c'est plus de 28% de saisines par des attaques par rançon-logiciel. C'est catastrophique, c'est une bombe thermonucléaire pour une entreprise qui se prend un rançon-logiciel. Franchement, je le dis, je l'ai vécu en gestion de crise, en accompagnement des entreprises, c'est une catastrophe. On ne parle pas de crise cyber, on parle de crise d'origine cyber parce que derrière, l'atteinte technique ne représentera qu'une petite partie de la crise réelle que vous allez vivre. 15-20% de la crise, le problème technique. Derrière, ce sera un problème RH, ce sera un problème financier, ce sera un problème logistique, ce sera un problème de gestion du temps. Une crise d'origine cyber, ce n'est pas un disjoncteur qui saute et qu'on remet comme ça. Et ça n'est pas qu'un problème technique. Ce sera un problème organisationnel et humain avant tout. Donc il va falloir l'anticiper. Ça. Et ça n'a rien, encore une fois, comme l'a très bien dit Martin, c'est quelque chose qui se prendra, qui se décidera en CODIR, en COMEX, accompagné par les équipes techniques. D'accord ? Et c'est une véritable bombe thermonucléaire pour l'entreprise. Une entreprise sur deux, quasiment, qui n'a pas été préparée à gérer cette crise cyber, d'origine cyber, mettra malheureusement la clé sous la porte dans les 6 mois qui suivent. Il faut se préparer. Et quand même, il ne faut pas oublier, et ça j'aimerais casser un petit peu aussi cette idée-là qu'on a du mal, enfin qu'on n'arrive pas à choper les auteurs. Oui, c'est compliqué, je vous l'ai dit, ça part souvent à l'international. C'est le principe même du numérique, de l'Internet, il n'y a pas de frontières. Dans un monde qui est un monde absolument enfin, voilà, sans règles, sans foi ni loi. Mais on arrive à avoir du résultat. 47 000 en cause pour des atteintes numériques en France. Et puis, vous l'avez vu dans la presse, on arrive à démanteler des grands groupes réseaux criminels, cybercriminels, comme Logbit, comme Hive. Bon, après, ça se remonte, mais ça leur fait mal. Ça leur fait mal et régulièrement, par la collaboration internationale, on arrive à mener des belles enquêtes. Gendarmerie a fait il y a 1 an et demi de cela sur l'affaire Encrochat aussi, a démantelé un énorme réseau par le biais de messagerie cryptée. On avait infiltré ça de cybercriminels qui faisaient du stupre, de la vente d'armes, de pédoporno et ainsi de suite. Donc régulièrement, on a du résultat quand même. Il ne faut pas le négliger. Et vous contribuez à ces efforts-là. Et ça, c'est important que je vous le dise, parce que, bon, ça, je passe quelques incidents qui ont fait la une de la presse. Je ne reviens pas là-dessus. Les conséquences, Martin en a parlé, je ne reviens pas non plus là-dessus. Je vous l'ai dit, c'est une bombe thermonucléaire. Et moi, voilà, vous participez à cet effort et à ces résultats, notamment parce que vous avez cette réflexion, il faut que vous la preniez en compte et on vous accompagne avec cette offre de service. On parlait tout à l'heure de sensibilisation, prévention, mais on en discutait en aparté. Il ne faut pas le voir comme une contrainte et comme quelque chose que vous rajoutez dans votre plan d'action au sein de votre entreprise. Moi, je préfère parler de crise et de ce qu'il faut faire avant la crise, ce qu'on fait pendant la crise, ce qu'on fait après la crise. Si vous anticipez ça, si vous le préparez comme vous préparez votre plan de secours au sein de l'entreprise, il y a des plans particuliers d'intervention, vous avez un plan pour les incendies, vous avez un plan pour votre business plan, eh bien il faut faire la même chose en matière de risque cyber, avec une bonne analyse de risque et se préparer avant la crise en prenant en compte aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, les autres aspects, financiers, RH, logistique. Et plus vous le prenez, vous l'anticipez, moins compliquée sera la gestion de la crise. Et bien sûr, ce sera plus simple après de remettre en l'état, Martin l'a dit, c'est au minimum 1 semaine, et ça peut aller jusqu'à des mois, voire des années. Il y a encore des entités, grosses entités, qui ne s'en remettent pas 1 an et demi après l'attaque cyber. Voilà. Et nous, on vous accompagne. Et vous participez à cet effort de guerre si vous allez, la première des choses, porter plainte. Bon, ça, je passe aussi, puisque Martin parlait, il y a des prédiagnostics, on s'associe avec l'ANSSI, justement, nous, on a un prédiagnostic qui s'appelle Diagonal, mais qui va fusionner avec mon aide cyber à la fin de l'année. Je ne reviens pas là-dessus. Je pense qu'on a suffisamment parlé sur ces aides-là. Mais sachez que vous pouvez demander, je fais juste une petite parenthèse, aux gendarmes, quand vous irez les voir, même comme ça, de votre brigade du coin, demander un prédiagnostic cyber et on sera en lien avec l'ANSSI. On travaille au quotidien, c'est important, ça de le dire aussi, mais peut-être qu'on pourrait y revenir à la fin. Moi, je reviens juste sur ces consignes en cas de cyberattaque. On l'a dit avant la crise, tout ce qui est sensibilisation, préparer son plan de reprise d'activité, continuité d'activité. Et que faire en cas de cyberattaque ? Première des choses, vous avez quand même quelques gestes qui sont assez simples
sans rentrer trop dans la technique, c'est d'abord éviter que l'attaque se propage. Martin l'a très bien expliqué tout à l'heure, vous savez, il y a ce qu'on appelle un patient zéro, là, un premier point d'entrée. Si on arrive comme un virus en fait, hein, d'ailleurs ça s'appelle, c'est bien ce que ça veut dire, si on arrive à le contingenter, à le cloisonner, à éviter que ça se propage, ça limitera d'autant les dégâts. Donc, on débranche tout ce qui est réseau. C'est le câble RJ45, mais c'est aussi les réseaux Wi-Fi. Pas oublier, on déconnecte tout, d'accord? Et là, si vous êtes, vous, tout seul, vous n'êtes pas informaticien, on ne touche plus à rien. On n'éteint pas son ordinateur. Et pourquoi on n'éteint pas son ordinateur? Parce que moi, ça m'intéresse. Moi, je suis enquêteur, j'arriverai après la guerre. C'est toujours comme ça, on arrive une fois que l'attaque a déjà eu lieu, hein, sinon ce serait beaucoup trop simple. Et si vous éteignez l'ordinateur, ça, le premier poste de travail, hein, en fait, vous avez tout ce qu'on appelle, je ne vais pas rentrer dans les techniques, mais la mémoire vive, mémoire flash, qui va se remettre à zéro quand on rallumera derrière. Et ça, dans cette mémoire, nous, on a des preuves numériques, des indices de compromission. Et si on a encore ces traces-là, c'est d'autant intéressant pour nous dans le cadre de l'enquête qui arrive pendant et après la crise. Okay, donc, je ne vais pas détailler ce que vous avez à l'écran là. C'est d'ailleurs ça, ces 5 petits points de consigne. On les retrouve sur le site de cybermalveillance. Hein, très bien fait. Donc, comme ça, je fais le lien aussi avec ce qu'a dit Martin. Donc, au mieux, si vous avez un technicien informatique dans votre entreprise, ou alors si vous faites appel à un prestataire informatique, souvent c'est le cas, une entreprise de services numériques, travaillez. Et ça c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place avant la crise. Hein, je vous l'ai dit, je ne parle pas de sensibilisation prévention, je parle de choses à faire avant la crise. Ça peut être des consignes à donner avec votre prestataire informatique ou alors avec votre service informatique interne, de dire, bon, si jamais on a un problème, ok, on n'éteint pas l'ordi, on coupe le réseau informatique, Wi-Fi, filaire, et si possible, j'essaye de faire une copie d'écran, parce que Martin le disait tout à l'heure, vous avez, si c'est un rançon logiciel, recevoir une petite note avec écrit bonjour, je m'appelle Logbit, j'ai crypté vos données. Si vous voulez les retrouver, il faut payer. Et puis on peut même pratiquer une double extorsion, ce qu'on appelle une double extorsion, c'est-à-dire que si vous ne payez pas, dans 15 jours, il y a un petit décompte qui va se mettre en place. Je divulgue vos données. Donc non seulement vos données, vos secrets seront divulgués, la fuite de données, mais en plus, vous devrez payer la rançon, double extorsion. Je finis ma petite aparté. Donc, quant aux cas, pour nous, ce qui nous concerne en tant qu'enquêteur, si vous pouvez une copie d'écran, garder les en-têtes de mail, ces choses-là, et puis au mieux effectuer une image de disque. Mais sinon, c'est pas grave. Vous ne touchez à rien, vous n'éteignez pas l'ordinateur. Et là, nos enquêteurs spécialisés arriveront. Pourquoi? Parce que vous viendrez déposer plainte. Et je ne peux que vous enjoindre de venir déposer plainte. Pourquoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous participez à la lutte contre la cybercriminalité. Nous, on a besoin d'indicateurs, on a besoin de remontées pour recouper ces données, travailler à l'international, je vous ai cité quelques exemples, et sans le dépôt de plainte, eh bien, on n'est pas saisi. On n'a pas cette information-là. Je vous donne juste un chiffre qui fait un peu peur, c'est ce fameux chiffre noir. Et pour X ou X raisons, les gens ne viennent pas déposer plainte. Je ne sais pas si vous arrivez à bien lire à l'écran, c'est un peu petit, mais toute cette colonne un peu rouge là, qui font que les gens ne viennent pas forcément déposer plainte. Bon, peut-être méconnaissance. On peut se demander que les forces de police gendarmerie ne sont pas compétentes en la matière. Donc là, je vous rassure, oui, on est compétent. Il ne faut pas oublier que ce dépôt de plainte, c'est la seule façon pour vous d'obtenir le statut de victime. Et ça, j'insiste sur ce point-là. Vous êtes victime d'une cyberattaque. Il ne faut pas culpabiliser. Et ça, trop souvent, je le vois. C'est-à-dire que le service informatique ou le chef d'entreprise va culpabiliser. Oh là là, ma réputation. Ah zut, j'ai peut-être pas mis les niveaux de sécurité. Ah là là, j'ai pas mis autant d'argent. J'ai pas fait tout ce qu'il fallait. Attention. C'est comme si je vais faire une analogie très simple, dans une habitation, on va vous reprocher de ne pas avoir mis un système d'alarme. Ah non, le voleur, c'est pas vous. Hein. Vous êtes victime. Alors oui, il y a des choses à faire en amont. Je vous l'ai dit, ça s'anticipe. Oui, évidemment, que si vous mettez un système d'alarme, ne serait-ce même qu'une petite affiche, un petit autocollant, en disant « cette maison est protégée par un système d'alarme », le voleur, lui, qui n'a pas que ça à faire, s'il voit que cette maison, même si c'est pas vrai, si c'est juste un petit autocollant qui a écrit « je suis protégé », il ira voir la maison d'à côté qui n'est pas protégée. Faut pas croire que le voleur, à moins qu'il ait une cible clairement identifiée, ça Martin l'a dit, mais la plupart c'est de la pêche au chalut. Hein. Donc dans cette pêche au chalut, il cible pas particulièrement.
Mais la première entreprise où le cyberattaquant verra que cette entreprise n'est pas protégée, n'a pas le petit firewall ou une mise à jour, hein, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, elle va rentrer dedans. Donc oui, on met en place un minimum, mais attention, c'est pas parce que vous faites attaquer que c'est de votre faute. Donc on remet bien l'église au milieu du village, vous êtes victime. Et le fait de déposer plainte, c'est l'identification du statut de victime. Et ça vous donne des droits, ça vous donne des aides. L'accompagnement d'abord des forces de l'ordre. Ensuite, le fait d'être accompagné aussi par des professionnels. On l'a dit, tout à l'heure Martin l'a dit, en appelant le numéro vert du centre de réponse à incidents, ils vous demanderont, d'abord ils vous accompagneront techniquement, en vous proposant des entreprises pour vous aider à leur remédiation, mais ils vous diront, allez déposer plainte. Pourquoi ? Derrière, je vous l'ai dit, on est accompagné par des professionnels, vous bénéficiez du statut de la victime, vous participez à la lutte contre la cybercriminalité. Moi, j'ai besoin de la moindre information, même la plus petite, une adresse mail, pour recouper là-haut avec mes enquêteurs dans le haut du spectre. Et puis derrière, ce qui est intéressant, ça c'est la nouvelle LOPMI qu'il a dit en janvier dernier, si vous avez pris une assurance cyber, le fait de porter plainte, une fois que vous avez connaissance de votre incident cyber, dans les 72 heures, vous bénéficiez de votre police d'assurance. Si vous ne déposez pas plainte, votre police d'assurance pourra vous dire, écoutez, moi je ne peux pas vous accompagner parce que vous n'avez pas déposé plainte. Ensuite, vous avez aussi, c'est important, qui n'est pas forcément lié au dépôt de plainte, mais qui doit faire partie de vos déclarations à la CNIL. D'accord ? Dans les 72 heures qui suivent un incident cyber, il faut que cette déclaration, notamment si vous avez une fuite de données, il faut que vous déclariez ça à la CNIL. C'est une obligation légale. D'accord ? Donc venez déposer plainte. Ne craignez pas pour votre réputation. Ça, c'est un point important aussi. Hein. Les gens ont peur de dire qu'est-ce qui va se passer. Ça se saura. Donc, maîtriser cette communication de crise, on n'en a pas parlé, mais c'est un point essentiel dans la gestion de crise aussi. Et ça s'anticipe avant la crise. Préparez, moi, je peux vous donner qu'un conseil aussi dans la matière de communication. Préparez vos petits communiqués de presse pour que ce soit vous qui communiquiez. Sinon, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire à votre place. Et vous ne la maîtriserez pas, cette communication. Donc, communication interne et externe. Préparez des petits éléments de langage en associant les équipes techniques, justement pour dire ce qui se passe, en ne cachant rien. Parce que tout ceci, à un moment donné, quand vous ne maîtrisez plus votre information, votre communication, c'est là que ce sera encore plus difficile à rattraper le coup derrière. Vous avez plusieurs façons aussi de faire remonter les signalements. Le dépôt de plainte, c'est pour les TPE, PME et pour les choses importantes de type rançon logiciel, souvent pour les atteintes à un système automatisé de données, d'accord, ou les grands faux ordres de virement qui ont un préjudice financier important. Je fais une petite parenthèse. Si je pense que beaucoup d'entre vous se sont fait arnaquer sur cette menace qu'on appelle les faux ordres de virement ou les escroqueries au président. On se fait passer pour le président de l'entreprise, pour le service comptable, le notaire, et ainsi de suite. Et malencontreusement, on fait un ordre de virement sous le signe de l'urgence un vendredi après-midi, en général, veille de vacances, veille du 14 juillet, sans forcément contrôler, puis parce que c'est un mail du président ou du service comptable. Bon, alors... Il faut, je dirais, un conseil contrôler derrière, prendre son temps avant de faire ça, mettre en place des process au sein de l'entreprise. Mais surtout, si ça arrive, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Il faut prendre un temps avec votre banque, si vous en rendez compte rapidement, au moins dans le plus rapidement possible, mais sachez que dans les 48 heures, si vous avez fait un virement, dans les 48 heures, dans les 48 heures, on peut bloquer le virement et faire ce qu'on appelle un recall avec la banque. Au-delà, c'est fini, ça sera déjà parti à l'étranger. Donc, petite parenthèse sur ces histoires d'arnaque, de faux ordres de virement. Et vous n'avez pas besoin d'un dépôt de plainte. Si la banque vous dit « Ah ben moi, j'ai besoin d'un dépôt de plainte », non, le dépôt de plainte viendra après. Là, discutez-en dès maintenant avec votre banque. Avant la crise, on revient encore toujours à cette fameuse phase d'avant la crise de préparation sur cette partie-là financière. Discutez-en avec votre assureur, avec votre banque en disant s'il m'arrive quelque chose, moi j'ai besoin d'avoir un process entre vous, ma banque et moi. Il faut que je puisse recueillir mes fonds avant que ça parte à l'étranger. Petite parenthèse. Les autres points, c'est plainte en ligne, ça s'appelle TZ, qui sont des arnaques sur Internet, mais ça c'est pour les particuliers, j'insiste là-dessus, pas les entreprises, TPE, PME. Les fraudes à la carte bancaire, si vous êtes encore en possession de votre carte bancaire, vous avez la plateforme Perceval, que vous trouvez en ligne, que vous trouvez
aussi sur le petit en haut à droite, vous voyez, vous pouvez télécharger cette application qui s'appelle Ma Sécurité et vous l'avez aussi en ligne sur masécurité.fr pour retrouver toutes ces plateformes-là. Et puis la plateforme Pharos, vous en entendez souvent parler pour les signalements. N'hésitez pas à aller voir. Et tout est bien fait. Il y a un lien avec cybermalveillance, avec l'ANSSI aussi, parce que tout ça, c'est relié parce que dans tous les organes de l'État qui travaillent sur la lutte contre la cybercriminalité. Et enfin, pour terminer, sur les bonnes pratiques, si vous devez retenir quelques bonnes pratiques pour éviter pas les 42 mesures de l'ANSSI qui sont dans un second temps, mais là, au moins, Martin l'a dit, faites vos mises à jour sur les Windows, sur les firewalls, gérez bien vos mots de passe. On l'a dit un petit peu tout à l'heure aussi, minimum 8-12 caractères en mélangeant les caractères spéciaux. Les accès, Martin l'a dit, les accès, c'est quoi? C'est les comptes. Quand vous avez une entreprise TPE-PME qui fait beaucoup de turnover, qui a des intérimaires, des choses comme ça, on leur crée un compte, mais quand ils s'en vont, on supprime ce compte. Et évidemment, on ne leur donne pas des accès d'administration. D'accord? Le besoin d'en connaître et le droit d'en savoir. Essayez de vous baser par rapport à ça. Ensuite, les sauvegardes. Si vous avez des bonnes sauvegardes à jour, testez, et des sauvegardes qui sont faites hors ligne, c'est-à-dire pas connectées au réseau, parce qu'évidemment, si le réseau se fait avoir, vos sauvegardes aussi, elles peuvent être compromises. Donc faites vos sauvegardes, et notamment un jeu de sauvegarde hors ligne. On le prend juste en ligne, le temps de faire sa sauvegarde, et après on débranche sur un disque dur externe, par exemple, ou des bandes informatiques, des choses comme ça. Et le MFA, je ne sais pas si vous connaissez, c'est multifacteur authentification, c'est une double authentification, multi-authentification, c'est absolument essentiel. Je vais vous donner l'exemple de la banque. Par exemple, faire un contre-appel. Quand le service comptable, par exemple, reçoit un mail d'un client, d'une facture ou de son PDG, « Allô, monsieur le directeur, est-ce que c'est bien vous qui m'avez envoyé ce mail qui demande un virement ? Tiens, monsieur tel fournisseur, je le rappelle, tiens, c'est normal que vous m'ayez envoyé ce mail qui change de RIB, est-ce que c'est bien vous qui m'avez envoyé ce mail ?» Ça, ce sont des gestes très simples, vous voyez, il n'y a aucune technicité derrière, mais des process à mettre en place dans l'entreprise et ça évitera 80% de vos arnaques. D'accord ? Et enfin, je ne l'ai pas mis là, mais c'est très important, en général, en discuter un petit peu, en parler tout à l'heure, ne mélangez pas le pro et le perso. Martin aussi, notamment par le biais du télétravail, faites l'effort en tant que chef d'entreprise de donner des outils dédiés à vos collaborateurs du travail. Et dans la charte informatique dont Martin faisait, à laquelle Martin faisait référence tout à l'heure, vous vous dites bien qu'on ne mélange pas le pro et le perso. L'entreprise donne des outils numériques pour ses employés. À eux, ils ne doivent pas mélanger, ils ne doivent pas faire leurs courses, ils ne doivent pas mettre leurs photos de vacances sur cet outil de travail. On ne mélange pas le pro et le perso. Et les mots de passe, évidemment, il ne faut pas que ce soit le même entre les usages pro et les usages personnels. Voilà, la petite règle des 3-2-1 pour les sauvegardes, je vous l'ai dit. On fait 3 copies de jeux de données, une copie principale de sauvegarde, dont une hors ligne, et puis on les stocke ailleurs. Si jamais il y a un incendie, il ne faut pas que ce soit tout ensemble. Voilà. Et dans un autre site. Les 2 principes pour terminer, pas si mécant, on le disait tout à l'heure. L'adversaire est déjà dans la place. Les 3 phases avant, pendant et après la crise, et 3 domaines d'action, organisationnel, humain et technique. Et enfin, le lien utile, je passe, Martin en a parlé, et j'ai terminé. Merci beaucoup, lieutenant-colonel Boncompin, de votre intervention très pragmatique, très claire. On va poursuivre peut-être avec quelques questions. Je vais peut-être résumer très perfectiblement votre propos, mais quelque chose qui m'a marqué particulièrement, c'est que le risque cyber, ça rentre par l'humain. Alors, il y a de ça, mais attention, comme le disait Martin, il y avait quelque chose, dans le milieu informatique, on dit que le problème en informatique, c'est l'interface entre la chaise et le clavier. Donc effectivement, c'est le niveau entre la chaise et le clavier. Mais ça, il faudrait tordre un petit peu cette idée et se servir de l'humain, vous avez raison, en tant que maillon fort. Oui, faire participer l'humain à cet effort de guerre-là, oui. Voilà. Parce que c'est une porte d'entrée, mais on peut parler des vulnérabilités techniques, bien sûr. Des failles. Donc ça fait écho dans les TPE, PME, à l'accueil des stagiaires, des alternants, des intérimaires qui viennent sur des périodes données et qu'effectivement, dont il faut, alors sans contrôler, mais au contraire être dans la prévention, les informer des risques. Ils peuvent être volontairement ou involontairement, bien souvent, porteurs potentiels de risques. Et vos sous-traitants
voilà, également, qui interviennent sur vos sites au travers de connexions informatiques ou autres. Donc ça, ce sont des points importants. Je voudrais aussi insister, peut-être, vous avez, les entreprises industrielles ou autres, des donneurs d'ordre. Dont vous êtes dépendants, qui ont des exigences en matière de sécurité. Et en l'occurrence, il nous paraît effectivement important que vous puissiez en avance de phase vous prémunir de ces éléments-là pour vous permettre effectivement de réagir et donner des gages de qualité et de gestion du risque pour votre entreprise, au-delà du risque même que vous courez. Voilà. Nous avons eu quelques questions. Alors, il y a des questions plus pointues auxquelles on ne va pas répondre maintenant, mais on s'engage à répondre à toutes les questions, bien évidemment. Effectivement, un des intervenants nous signale que la cybersécurité, c'est un coût. C'est du temps à passer. Alors d'abord, c'est du temps à passer, un petit peu, voilà, pour sensibiliser, informer. Et puis effectivement, il y a après parfois des étapes plus loin avec des prestataires informatiques, mais les toutes premières étapes peuvent se faire assez simplement, et c'est de la ressource interne. Et effectivement, vous en avez des acteurs ici de proximité, et bien évidemment, je parlerai bien évidemment aussi de l'offre des CCI. Vous avez du conseil de proximité gratuit qui vous permet de démarrer. Après, pour répondre un peu plus dans le détail sur la question, oui, il y aura un coût, mais qui sera infiniment moindre que l'impact, que la conséquence, que de mettre la clé sous la porte, par exemple. C'est ça. On estime un petit peu, je pense que Martin pourra corroborer ça, et puis le campus cyber régional peut vous accompagner là-dessus, mais on estime en gros qu'entre avec 5% du budget annuel, hein, c'est 5-10% peut-être, là vous aurez une belle... voilà, on pourra avoir quelque chose de techniquement de monter, avoir un niveau de sécurité quand même qui est bien protégé. Ouais. Et moi, ce que je conseille également, c'est qu'on a tendance à, effectivement, quand on démarre en cybersécurité, vouloir tout mettre en place d'un coup et mettre en place toutes les mesures possibles et imaginables. Nous, vraiment, je reviens sur mon aide cyber, on vous invite vraiment à passer par un diagnostic en aide cyber, comme ça on vous oriente vraiment vers les 6 mesures qui nous semblent vraiment les plus adaptées par rapport à la menace actuelle. Et généralement, ce sont quand même des mesures pas très coûteuses. On parle tout à l'heure de la sauvegarde, ça reste quand même un moyen, effectivement ça coûte, mais c'est indispensable. Au-delà de la cyber, je pense que c'est quelque chose qui vous sera très utile. Et on parlait tout à l'heure de gestion de crise, d'anticiper une crise, ça encore une fois, comme vous l'avez dit, c'est des moyens humains internes à déployer surtout. Les petits conseils qu'on a dit, les 4-5 vraiment conseils qui restent de l'humain et des process à mettre en place au sein de l'entreprise, de formation tous les 6 mois et ainsi de suite, ça va vous éviter 80% des menaces, hein, ça va vous protéger. Hein. Donc c'est pas cher ça, c'est pas cher, pas très cher. Il y a une question, mais qui n'est peut-être pas dans le périmètre néo-aquitain, puisque la gendarmerie, pour une de nos entreprises qui est présente de Paris, refuse de prendre la plainte. Comment faire dans ce cas de refus? Alors, je pense qu'il y a certainement des... Non, la prise de plainte, je le dis très très clairement, c'est une obligation légale. Voilà. Donc les gendarmes comme les policiers ont obligation de prendre la plainte. Voilà. Donc ça c'est très clair. Il faut insister là-dessus. Ce que je vois régulièrement, c'est qu'effectivement, on peut renvoyer les gens sur les plateformes dont j'ai parlé tout à l'heure, Thésée, Perceval. Mais en tant que TPE-PME, je vous l'ai dit, dans chaque brigade, maintenant, vous avez des correspondants en nouvelles technologies. Donc, insister un petit peu là-dessus en disant, moi, je suis TPE-PME, je pense que je subis une attaque informatique. Est-ce que vous avez un correspondant numérique qui peut m'accompagner? Et même en cas d'urgence, vous avez le 17. Hein. Vous avez les centres d'appel d'urgence, 17, en cas d'urgence. Et une crise cyber, une attaque cyber peut moi j'ai eu à traiter en week-end une énorme grosse affaire au national voire à l'international. C'était un samedi matin et c'était l'officier de permanence du département qui m'a appelé parce que ça venait par le centre d'appel d'urgence. Donc spécifiez bien quand même. C'est compliqué. Je vous dis, c'est pas une cette plainte cyber, elle est compliquée parce qu'elle est technique, elle est immatérielle. On le voit pas forcément. Donc voilà, dites que c'est une affaire cyber, informatique, cyber pas forcément, mais en tout cas informatique. Et voilà, demandez à être accompagné par un correspondant en nouvelles technologies. Mais la plainte, elle est obligatoire. Insistez là-dessus pour que vous puissiez prendre la plainte.
Après, si on vous envoie par Thésée, sur Thésée, ça c'est possible aussi, mais comme je l'ai dit, Thésée, la plateforme Thésée, c'est pour les particuliers. D'accord ? En tant qu'entreprise, faudra de toute façon, alors vous avez plein de conseils sur masécurité.fr, sur le site de cybermalveillance, en tant qu'entreprise, un diagnostic d'ailleurs en ligne qui peut être fait pour savoir où est-ce qu'on en est dans l'attaque cyber, mais à un moment donné, on vous dira, vous allez prendre contact avec soit la brigade numérique, c'est-à-dire un chat 24 heures sur 24, tout le monde en a entendu parler, vous savez, c'est des gendarmes qui répondent, soit en vous déplaçant, on vous dira d'aller vous déplacer dans la brigade ou le commissariat le plus proche. Merci de votre réponse. Peut-être un dernier point, puisque quand il nous manque un PowerPoint. Alors, quels sont les risques pour les clients lorsque nous sommes victimes d'une cyberattaque ? Mais je crois que... Alors, là c'est pareil, effectivement. Par exemple, je vous l'ai dit, il y aura plusieurs impacts. C'est-à-dire qu'en gros, des clients de clients. Il y a une entreprise qui se fait avoir et elle-même, elle a des clients, cette entreprise-là. Je vous l'ai dit, un des impacts, mais qui fait partie en fait du process pour limiter un petit peu les dégâts, je vous l'ai dit tout à l'heure, on coupe le réseau. Donc ça veut dire que les clients qui habituellement se connectent à cette entreprise victime n'auront plus d'accès. Et donc, potentiellement, elles vont se retrouver victimes parce qu'elles ne pourront plus travailler. D'accord ? Donc ça, c'est la première des choses. Et derrière, ça peut porter du préjudice. Mais ça, c'est quelque chose qui sera traité entre entreprises. C'est pas du pénal, en fait, ce sera du domaine du civil. D'accord ? Par contre, par rebond, là, effectivement, les entreprises clientes, des clients peuvent être... le virus se propage et peut se propager aux clients aussi. Donc là, il faut que la première victime contacte ses clients. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un plan de communication qui doit être fait en avance de phase, dans la partie avant la crise, et faire la liste de tous ses clients. Évidemment, cette liste-là, il ne faut pas la mettre il faut l'avoir en format informatique, mais il faut l'avoir en format de côté aussi, parce qu'un bon classeur avec son annuaire de crise, parce que s'il n'y a plus d'informatique, comment je vais les contacter ? Donc c'est des trucs tout bêtes, voilà. Mais voilà, on est là-dessus, et oui, il faudra contacter vos clients, vos fournisseurs, tous ceux qui avaient avant l'attaque, qui avaient un contact avec vous par le biais informatique, parce qu'elles sont potentiellement, oui, susceptibles d'être victimes. Et donc il faudra que ces mêmes clients, qu'elles fassent un check-up complet de leur système d'information, qu'elles revérifient si est-ce que moi je suis pas touché, et oui, c'est quelque chose à prendre en compte. C'est évidemment quelque chose à prendre en compte. Merci. Et alors après, très vite, s'il y a beaucoup de victimes, nous on met en place ce qu'on appelle des lettres plaintes, c'est-à-dire un seul point d'accès. Et les victimes vont déposer plainte. Les victimes des victimes vont déposer plainte. Et sur une attaque cyber, pour une victime, on peut se retrouver avec 350 000 victimes. Vous vous rendez compte ? L'incidence peut être très lourde. Voilà. Ce sont des effets de contamination. Virale. Est-ce que la souscription à une cyberassurance est indispensable ? Je dirais, c'est un peu comme votre voiture. Voilà, tout dépend de sa valeur. Alors, il y a quand même une grande différence avec la voiture. C'est qu'on a tendance à assurer toutes les voitures, bon, sauf celles qui ne le vaut plus, évidemment, de toute façon, plus contrôle technique. Alors, en numérique, il y a vraiment des grandes thématiques à mettre en œuvre avant une cyberassurance. Les critères d'éligibilité des assurances est quand même assez élevé en ce moment. Ils ont quand même perdu pas mal d'argent dernièrement. Donc, si vous ne mettez pas en place de sensibilisation, si vous n'avez pas les sauvegardes qui vont bien, si tout le monde a accès à sa machine de manière administrateur, si vous n'avez pas des systèmes qui sont à jour sous un mois, vous ne serez jamais assuré. Donc, une nouvelle fois, vous invite vraiment à commencer par les bases avant de vous orienter vers une assurance. De toute façon, vous allez voir, les courtiers et les assureurs vous proposeront les démarches qu'on vous propose de diagnostic de premier niveau et de mettre en place des premières mesures. Parce qu'ils assurent maintenant très rarement les entités qui ont un très faible niveau de cybersécurité. Merci Martin de ces précisions. Et quand on a une bonne assurance cyber, ça peut sauver la vie. Ah oui, bien sûr. Une fois qu'on respecte les critères et qu'on a une assurance, c'est sûr qu'un point de vue financier, c'est un plus. Mais ça suppose effectivement avoir une démarche de prévention, de mise en place d'outils, pas tout ce qui vient d'être évoqué préliminairement, parce que l'assurance en elle-même ne couvre pas tout. Bien évidemment. Un témoignage que je vous partage, une entreprise qui a ouvert de nombreuses boîtes mail et notamment qui a ouvert un compte sur ma plateforme Chorus, qui a été finalement un biais d'introduction ou en tout cas sur lequel
un cybermalveillant est intervenu pour adresser un message et contourner l'information. Donc on voyait que les sources d'information et les sources d'intrusion sont nombreuses, sont très nombreuses. Pour Ruspro, souvent, c'est pas la première fois moi, que je vois ça, hein, Martin aussi l'a constaté. Oui. Pour Ruspro, voilà, vous avez le bon réflexe de vérifier l'expéditeur, ça c'est typiquement les bonnes pratiques. Et dans les exemples de sensibilisation que vous pouvez faire au sein de l'entreprise et qui doit revenir très très régulièrement, tous les 6 mois, comme une formation incendie, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, bien c'est quoi un phishing? C'est quoi un faux mail? C'est quoi un hameçonnage? Et les petites astuces pour détecter que c'est un faux mail, ben c'est ça, c'est regarder un petit peu l'adresse de l'expéditeur avec sa souris, là, quand on le déplace sur le lien. Souvent, ils envoient un lien pour télécharger quelque chose ou qui renvoie ça à un site qui prend, avec du typo-squatting, le nom d'un lien officiel, mais il change juste une lettre, hein, ou un point. Et en fait, ça renvoie vers un site web compromis. Bon, ben là, en passant juste sa souris et la petite pointe de la souris, ça renvoie, on le voit en bas à gauche, là, vers la destination finale de ce mail-là. Et sans cliquer dessus. Sans cliquer, voilà. Donc oui, il y a ces petites techniques-là à mettre en œuvre dans le cadre des formations. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on a un doute, d'abord, toujours prendre son temps. Il n'y a jamais rien d'urgent. Et ça, il faut en être conscient, cette notion du temps et de biais cognitif, là où on appuie sur l'urgence, sur la nécessité, sur la peur, en fait, en disant « Ah, vous allez payer des impôts supplémentaires si vous ne faites pas chorus, vous allez prendre des charges, des pénalités. » On joue sur les biais cognitifs. Le cybercriminel, il a fait un peu d'ingénierie sociale, il joue sur ces biais-là. Il faut faire effort de prendre son temps et on fait un contre-appel. Ah tiens, Chorus m'envoie ça, je vais voir l'expéditeur que je connais, habituel, je le rappelle, dis est-ce que c'est toi qui m'as envoyé ça? C'est ça, réflexe de proximité. Voilà. Voilà, on voit LinkedIn aussi peut être un biais, il y a beaucoup de réseaux sociaux, voilà. Donc on va essayer de reprendre et répondre à vos questions. On va essayer de clore cette séquence que vous avez tous des agendas assez chargés. Peut-être quand même vous rappeler sur le PowerPoint que vous voyez affiché actuellement que dans chaque département, vous avez un contact numérique cybersécurité au travers de vos conseillers CCI Nouvelle-Aquitaine qui sont formés au diagnostic cybermalveillance dont on a parlé tout à l'heure avec l'ANSSI, qui sont en contact quasiment tous les uns et les autres avec les gendarmeries et nos cybergendarmes, si je peux appeler comme ça. Voilà, également, donc sur lequel en proximité, vous pouvez trouver du soutien. Vous avez les coordonnées de chaque conseiller personnalisé de chaque chambre que vous pouvez contacter par mail sur ce sujet-là. On a des centres d'expertise, voilà, particulièrement sur le Lot-et-Garonne. On a de l'expertise aussi en Charente. Vous citez un exemple, une entreprise de 15 personnes qui a sollicité un conseiller de nos chambres il y a moins de 15 jours pour intervenir, pour former ses équipes aux préventions possibles à prendre et à mettre en place dans l'entreprise. C'était une formation de 2 jours, voilà, très opérationnelle, très pratico-pratique. Et nous sommes en mesure, soit les chambres, soit de vous orienter vers des spécialistes référencés. Et on en a parlé avec l'ANSSI tout à l'heure, qui peuvent intervenir soit directement, soit avec ces prestataires. Et puis, vous dire également que l'enjeu de la formation est un enjeu important. Vous pouvez mobiliser vos OPCO qui viennent financer la formation de vos salariés sur des problématiques de cybersécurité numérique. Et donc, là aussi, les chambres de Nouvelle-Aquitaine proposent des formations, vous voyez, assez bien réparties sur l'ensemble de cette grande région, que ce soit au nord, au milieu, au sud, au travers des CCI de Bayonne, de Pau-Béarn, de Bordeaux, de Lot-et-Garonne, des Deux-Sèvres ou de Limoges-Haute-Vienne, pour proposer des formations à vos salariés ou à vous-même pour vous accompagner dans ces démarches. Donc, vous voyez, on est, je dirais, beaucoup d'acteurs à intervenir, très spécialisés. On est à vos côtés, on est en proximité. Voilà, donc vous pouvez nous solliciter et solliciter les personnes qui sont affichées ici et en relais avec nos partenaires de l'ANSSI, la gendarmerie et bien sûr du ministère des Armées.
On arrive au terme de ce webinaire. Merci beaucoup de votre participation. Vous étiez pas loin de 200 inscrits. On va mettre en ligne cette présentation. On va vous envoyer bien évidemment les supports. Et puis on va répondre à vos questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre. Et on va vous souhaiter une bonne journée. Et soyez bien prudents pour vos entreprises. Bonne journée à tous. Merci de votre attention et à bientôt. Merci, au revoir.